Cette introduction est à l'image du triangle de notre cher Pascal. Chacun d'entre nous y a contribué et la somme en reste inintelligible. Nous sommes le mercredi 14 janvier, vous êtes sur Podcast Science, bienvenue. Et ce soir, en 1, on a Pascal. C'est tout le monde. En 1-1, on a Alexa. Salut tout le monde. En 1-2-1, on a Cléora. Hello à tous. En 1-3-3-1, nous avons Pierre. Hello. En 1-4-6-4-1, attention là, roulement de tambour, Robin. Salut, mais alors je comprends rien à ces numéros, c'est très inquiétant. Et en chronique enregistrée, on aura Eléa et moi-même, Julie, qui vous ai fait cette introduction et ces présentations. Et on va commencer tout de suite avec le dossier de Eléa sur le triangle en U. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez... Il faudrait déjà savoir lesquels de choux. Choux paumés, brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux raves, choux calais, à moins qu'on ne parle de la famille des choux en entier, les brassicacées, anciennement nommés les crucifères à cause de la forme de leur corolle avec leurs 4 pétales en croix. Dommage qu'on n'ait pas fait l'épisode sur cette forme géométrique parce que j'aurais pu vous en parler en long, en large et en travers. C'est une famille absolument passionnante sur laquelle j'ai eu un peu l'occasion de travailler en postdoc, mais ça c'est une autre histoire. Heureusement, il n'y a pas que des affaires de croix dans cette famille du chou, mais aussi des affaires de triangles. Et je ne vous parle pas que de la forme bizarroïde des excroissances du chou romanesco, qui sont des sortes de fractales de croissance liées à des mutations lors de la sélection de variétés de choux-fleurs. Non, ici on pourrait presque parler de triangle amoureux puisqu'il s'agit d'une histoire de croisement entre plusieurs espèces de choux, justement. Je vais vous parler du triangle de Yu, ou du triangle de U, selon la prononciation, une théorie sur la façon dont les espèces sauvages de choux se sont croisées entre elles au cours de leur histoire évolutive. C'est une théorie qui date de 1935 et qui nous vient d'un botaniste japano-coréen, Wu Jiangshun, ou Nagaharu Yu au Japon. Apparemment, U c'est une lecture de son nom de famille en coréen, donc ça s'appelle le triangle de U. Alors, pour comprendre cette théorie, il faut que je vous parle du genre du chou, Brassica, auquel appartient le chou qu'on connaît bien. Ce genre, il apparaît il y a environ 24 millions d'années, globalement entre le nord-est de l'Afrique et l'Inde. Il y a 23 millions d'années, la plaque tectonique anatolienne entre en collision avec l'Afrique et l'Arabie, et la mer Méditerranée est séparée de l'océan Indien, rejoignant de nouvelles zones terrestres qui sont rapidement colonisées par les ancêtres de nos choux. Ce qui fait qu'on a une situation où une première espèce, l'espèce Brassica oleracea, que nous connaissons bien sous ses formes cultivées de Calais, choux de Bruxelles, brocolis, choux raves, etc., se déploie vers l'est de la Méditerranée, tandis que l'ancêtre de la moutarde noire, Brassica nigra, migre plutôt vers l'Europe centrale et l'Europe du Sud. Et encore, Brassica rapa, une troisième espèce, le chou champêtre, duquel sont dérivés le navet, le chou chinois, le chou rave ou le pak choi, lui colonise plutôt l'Asie il y a 2 millions d'années. Alors que d'ordinaire, le bassin d'émergence d'un nouveau groupe d'organismes, c'est l'endroit où on en trouve le plus de diversité, pour les choux, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, et plusieurs branches ont explosé bien après. Alors qu'est-ce qui explique ça? Les premières brassicas, elles n'ont pas été cultivées pour leurs feuilles, mais plutôt pour leurs graines qui produisaient de l'huile. Ce sont des graines oléagineuses. Et ces premières espèces dans la nature se sont croisées pour donner de nouvelles formes. Alors, d'ordinaire, les biologistes définissent une espèce par l'incapacité des individus de deux espèces distinctes à se reproduire entre eux. Chez les plantes, on s'en fiche, il faut oublier tout ça. Du coup, ce qui s'est passé pour le chou et ce que décrit le triangle de U, c'est que si vous croisez des choux, des vrais choux, avec des choux navets, c'est-à-dire Brassica oleracea avec Brassica rapa, vous obtenez une nouvelle espèce, Brassica napus.
dont on connaît le colza et le rutabaga par exemple. Si vous croisez le chou Brassica oleracea avec la moutarde noire, Brassica nigra, vous obtenez Brassica carinata, la moutarde d'Abyssinie qui vient d'Éthiopie. Et si vous croisez la moutarde Brassica euh, nigra avec les navets, Brassica rapa, vous obtenez alors Brassica ginsea, la moutarde brune ou moutarde de Chine. Et ce qui est marrant, c'est que ça se voit au microscope puisque les trois espèces d'origine sont diploïdes, elles ont deux lots de chromosomes complets, alors que les trois espèces suivantes, les croisements, sont tétraploïdes, elles ont 4 exemplaires de chaque chromosome. Et quand vous croisez ces espèces, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'elles n'ont pas le même nombre de chromosomes de base. Donc quand vous croisez Brassica nigra avec 8 paires de chromosomes avec Brassica rapa qui en a 10, le croisement ça donne 18 paires de chromosomes chez Brassica ginsea. Pour Brassica oleracea et Brassica nigra, on a respectivement 9 et 8 chromosomes, donc le total fait 17 chez Brassica carinata. Et entre Brassica oleracea et Brassica rapa, on a 9 plus 10, 19 paires de chromosomes. Récemment, le séquençage de ces 6 espèces, qui s'est achevé en 2021 avec Brassica carinata, a permis de mieux comprendre quand et comment chacun de ces croisements s'était fait. D'après les estimations, l'hybridation de la moutarde et du chou a eu lieu environ entre 11 000 et 30 000 ans, ce qui est une fourchette assez vaste. Et l'apparition de la moutarde brune, elle, s'est faite plutôt entre 11 000 et 28 000 ans, et le colza plutôt il y a 5 600 ans et 7 000 ans. C'est une vraie saga évolutive et un véritable triangle amoureux, comme je vous disais. Les espèces étaient suffisamment proches pour se croiser entre elles et elles ont permis de générer une grande diversité qui a ensuite été massivement domestiquée par l'homme, au point que maintenant tout le monde est dans les choux quand il s'agit de nommer toutes ces variétés. Et ouais, on dirait pas comme ça, mais les brassicas, c'est mine de rien un sujet assez pointu, comme le triangle. Coïncidence? Qui sait? Au taquet pour répondre et réagir. On était affûtés comme un triangle isocèle. On enchaîne avec la chronique de Cléora. Allez, Allez. Où je vais vous parler de panneaux. Attention, danger. Panneaux triangulaires qui clignotent dans vos têtes. Aujourd'hui, je vais vous parler de signalétique, c'est-à-dire des champs d'étude des panneaux de signalisation. Ouais, pas commun, mais pourquoi pas. Et plus particulièrement donc des panneaux triangulaires qu'on croise sur le bord de nos routes. Pourquoi cette idée, vous me direz? Parce qu'en me baladant, j'en ai vu un qui me faisait de l'œil sur le bord de la route et je suis tombé sous son charme. Je voulais alors parler un peu de lui avec vous. Tout en aluminium, il avait fière allure. Maître panneau d'un maître perché tenait en son bec un message. Sur sa figure de 120 cm de côté, il me symbolisait tout un voyage. Sur lui était dessiné un train. C'était donc un panneau triangulaire d'un mètre de haut qui semblait me signifier qu'il voulait voyager. Voyager avec qui? Avec moi, évidemment. Je pense que j'interprète bien les signes qu'il me renvoie. À moins qu'il voulait m'indiquer qu'un train pouvait être de passage. Mais ça, je pense pas. Pour moi, ça veut dire qu'il voulait voyager avec moi. C'est quand même toute une science de savoir ce qu'il veut m'indiquer. Et c'est de ça que j'aimerais un peu vous parler. Des signes, des interprétations, de cognition des panneaux et de science du langage. Blague à part, en laissant ma romance avec ce panneau de côté, pour l'anecdote, si vous voulez vous en offrir un panneau comme ça, a priori ça s'achète. Pour un panneau d'avertissement d'un passage à niveau avec un train dessiné dessus, pourquoi pas, ça peut faire une belle déco, ça vous coûtera entre 50 et 90 euros. L'étude des signes, ou symboles pour vulgariser, et ce que ça représente, c'est-à-dire le sens donné à ce symbole, est un domaine plus large encore que la linguistique, qu'on appelle la sémiologie ou sémiotique. Par exemple, le logo de Podcast Science renvoie une certaine signification. C'est un micro qu'on pourrait presque imaginer comme un personnage qui renvoie des ondes par le haut. Quelque chose pour signifier le podcast audio. Ce qu'on vient de faire là, c'est de la sémiologie ou sémiotique, et pas de la linguistique avec tout un langage complexe derrière. Et donc c'est la même chose sur les panneaux, c'est la sémiologie. Chaque signe ou symbole a une signification particulière. Par exemple, la couleur rouge qui revient très souvent. Le rouge est associé au danger. J'en ai déjà parlé dans ma chronique sur la couleur rouge dans l'épisode 449 de Podcast Science.
rouge égale danger, agressivité et provoque de l'anxiété. Mais évidemment, ça dépend du contexte ou de la culture. Par exemple, dans un autre contexte, le rouge peut être associé à la séduction. Ici, sur mon panneau triangulaire que j'ai croisé sur le bord de la route, le rouge n'était alors pas là pour me séduire, mais bien pour m'alerter d'un danger. Et je pouvais moi-même m'en douter. En me rapprochant du dit panneau qui m'attirait, je pouvais lire en dessous un petit mot. Il était écrit ralentir. À croire qu'il ne voulait vraiment pas que je m'approche de lui. Je m'écarte alors pour continuer mon chemin. Ça, le fait d'associer des mots écrits, comme le mot ralentir, avec des signes plus symboliques, comme le dessin d'un train ou la couleur rouge, c'est un mi-chemin avec la linguistique. C'est pour ça que des fois, on parle de sémiolinguistique, quand la sémiologie des panneaux est mélangée avec du texte. Mais souvent, pas besoin de texte, pas besoin de mots écrits pour créer toute une signalisation un peu plus complexe. Juste en associant les signes et symboles, on peut créer presque une phrase. Sur notre panneau triangulaire, le rouge est donc là pour signifier le danger. Quant au triangle, qui nous intéresse aujourd'hui, il est là pour signifier l'avertissement. Donc si nous avons un triangle au bord rouge, ça veut dire attention, danger. Et le danger en question est dessiné sur le panneau. Si c'est un train, ça veut dire attention, il y a un danger qu'un train sauvage puisse traverser la route, je ne sais où. Bon, j'ai l'impression de dire des banalités, mais c'est juste pour dire que les symboles des panneaux ne sont pas isolés. On peut les associer ensemble pour créer un sens plus riche et complexe. C'est pourquoi certains chercheurs parlent d'un véritable langage, un langage iconique. Et donc, pour revenir à mon panneau, tant aimé, avec un train dessiné dessus, si celui-ci n'est pas triangulaire, mais rond au bord rouge, là on a changé toute la signification. Ça ne veut plus dire attention, danger, mais que la route que je suis en train d'emprunter est interdite au train. C'est un peu rigolo et surréaliste parce que c'est un panneau qui n'existe pas, et on peut faire plein d'associations comme ça. Un autre panneau imaginaire, juste pour le rire comme on dit, si un cerf, l'animal, est dessiné sur un panneau rond au fond bleu, ça voudrait dire que la voie empruntée est obligatoire ou réservée pour les animaux sauvages, telle une piste cyclable. D'ailleurs, ce même panneau est en fond bleu, mais avec un vélo dessiné dessus. Il existe bien celui-là pour les pistes cyclables. Voilà, je pense que c'est assez clair pour vous montrer que c'est une sorte de langage simplifié. Je vous invite, si vous voulez, dans le chat ou dans les commentaires, à en créer un le plus drôle possible. Moi, je vais revenir à mon triangle. Pourquoi le triangle? Est-ce que le triangle est une forme naturellement associée à l'avertissement ou bien quelque chose créé artificiellement? Et si ça a été créé artificiellement et normé, etc., depuis quand et d'où est-ce que ça vient? Donc je vais vous faire un petit peu d'histoire. Première anecdote un peu nulle, que vous aurez peut-être aimé donner au hasard lors d'un repas de Noël. Le panneau en forme de triangle est la première forme de panneau normalisée à l'international. C'est en 1926 qu'une convention internationale adopte un panneau tout rouge triangulaire. Il aurait repris un modèle anglais du tout début du XXe siècle, et ça suite à une étude de la Société des Nations. Pourquoi un triangle tout rouge? Bonne question. Je n'ai pas trouvé la réponse officielle. Le triangle en fond blanc, lui, au bord rouge qu'on connaît encore aujourd'hui, est officiellement normé que dans les années 50, donc un peu plus tard. Mais avant, donc, il aurait été tout rouge, ce triangle. Le pourquoi du rouge, ça, ok, on en a déjà parlé, on sait un peu pourquoi. C'est culturellement associé au danger, en tout cas dans une culture occidentale. Quant au pourquoi du triangle, c'est plus complexe à trouver. Parmi les quelques interprétations dans les discussions d'articles scientifiques que j'ai lus, je retrouve d'abord quelques arguments au niveau usinage et économique. Un triangle, ce serait plus facile à découper qu'un rond. Ça, j'imagine qu'on peut l'imaginer, voilà. Et ça prend moins de matière qu'un carré, tout en ayant assez de surface pour dessiner un pictogramme dessus. D'autres arguments qui reviennent, c'est aussi au niveau psychologique, voire symbolique. On cite aussi dans les discussions d'articles. La forme du triangle serait moins apaisante à nos yeux, en fait, comparée par rapport à un rond, par exemple. Un rond serait perçu plus doux et accueillant, alors qu'un triangle, avec ses angles aigus, presque pointus, renvoyerait en fait une certaine agressivité. En psychologie, on a bien quelques vieilles études là-dessus, qui datent des années 80 et 90. Et parmi elles, on en a une qui cherche à savoir quelle forme est la meilleure pour attirer l'attention.
Donc, quelle forme parmi 19 testées, par exemple. Et on a bien le triangle qui ressort comme la meilleure pour attirer l'attention. Mais il y a pas mal de limites à ce genre d'études, puisque les participants sont des adultes qui baignent dans une culture où le triangle est déjà utilisé pour signifier le danger et attirer l'attention. Que ce soit sur nos panneaux, donc nos panneaux routiers, mais aussi sur nos produits, pour signaler un produit dangereux. Le plus répandu étant aussi celui d'un triangle avec un point d'exclamation au milieu, le fameux pictogramme de base du attention danger. Celui-là, il date de 1931, ou en tout cas a été normalisé à l'échelle internationale en 1931. Donc, si je comprends bien, tous les symboles, emojis, panneaux et pictogrammes reprenant ce fameux triangle enfermant un point d'exclamation, ça fait tout juste un siècle qu'il existe. Autrement dit, c'est tout récent. Et donc, a priori, ça ne va pas de soi qu'un triangle soit synonyme d'un avertissement de danger. Il faut apprendre et comprendre ce symbole pour l'interpréter comme un avertissement. Ce n'est pas rien que le code de la route, ça s'apprend. Après les sciences du langage, parlons donc sciences cognitives, psychologie et apprentissage. Du triangle à la compréhension du danger, il y a tout un chemin de plusieurs fonctions cognitives. Les neuroscientifiques cognitivistes sont plutôt unanimes pour résumer ça en fait en 4 grandes étapes. Des étapes qu'on retrouve un peu partout, qui sont en fait les plus communes et basiques en psychologie cognitive. Étape 1. Détecter visuellement l'avertissement du danger. Donc simplement de voir qu'il existe. Des fois, on met carrément des lumières qui clignotent autour. C'est la composante attentionnelle de toutes ces étapes. Il faut attirer son attention. Étape 2. Il faut traiter cette information visuelle. C'est la composante qu'est la perception. Repérer qu'il y ait des symboles et que c'est bien un panneau triangulaire au bord rouge. Et c'est là que toutes les premières associations les plus fortes s'allument et se réveillent en fait. Triangle, avertissement danger. C'est presque automatique. C'est comme quand vous voyez un truc qui ressemble vaguement à une araignée et que vous sursautez de peur directement ou instinctivement. Là, c'est un peu la même idée avec le triangle et l'avertissement de danger. Et si cette association est aussi forte et presque automatique, c'est parce qu'on l'apprend et qu'on baigne dedans culturellement depuis notre enfance. Étape 3, il faut comprendre le danger qui est sous-entendu. Et là, ça demande déjà plus de ressources cognitives et c'est bien moins automatique. On cherche à comprendre le symbole dessiné dans son contexte environnemental. Juste pour un exemple loufoque, si j'ai un panneau qui m'avertit d'un risque de chute de pierre, alors que je suis aux Pays-Bas, là où tout est plat et qu'il n'y a aucune falaise, évidemment, c'est plus drôle et étonnant que angoissant. Et étape 4, c'est se comporter, donc se comporter de manière adéquate dans ce contexte du danger. Donc c'est la composante comportementale et motivationnelle de toutes ces étapes. Sur la route, en voiture, s'il y a un risque qu'un train déboule de nulle part, je ne vais pas l'attendre qu'il sorte du fossé ou du bois à côté de moi, mais plus qu'il sorte des rails de là-bas un peu plus loin. Et mon comportement idéal, c'est de ralentir, évidemment. Bon, de tout ça, c'est de la pure théorie cognitive computationnelle de base, où on aime bien mettre dans ces 4 grosses boîtes les prétendues étapes cognitives et comportementales qui s'enchaînent un peu comme un programme d'ordinateur. Pour ça, on parle de cognitive computationnelle. Un modèle simpliste que certains neuroscientifiques essaient de retrouver dans le fonctionnement du cerveau. C'est un peu le rêve ultime de la neuropsychologie. Faire coller une théorie cognitive à une activité cérébrale particulière, typique d'activité à un moment donné, dans une zone donnée, etc. Et on retrouverait les principales étapes précédemment citées dans le fonctionnement du cerveau. Par rapport à un panneau rond, un panneau triangulaire attire davantage l'attention. Ça, on le sait dans plusieurs questionnaires, mais a priori, on voit ça aussi dans les activités électriques du cerveau. On le mesure grâce à l'EEG, etc., donc l'électroencéphalogramme. Certains marqueurs neurophysiologiques associés à cette attention sont plus proéminents, voire même carrément plus rapides à déclencher une certaine émotion et tout ce qui déclenche derrière. Que l'émotion, c'est pas quelque chose qui est lié à l'attirance ou la séduction, évidemment, c'est plus de la peur ou de l'anxiété, à être sur le qui-vive de ce qui pourrait arriver. Tout ça pour dire qu'on a pas mal d'indices pour affirmer qu'un triangle soit automatiquement associé à l'avertissement du danger. Ou en tout cas, que ça mérite notre attention, sans aucune autre réflexion, presque automatique. Et ce que je ne vous ai pas dit jusque-là, c'est que c'est le cas quelle que soit son orientation du triangle. Parce que oui,
Quand on imagine le panneau d'avertissement, très souvent, on se représente le triangle, la pointe vers le haut. Mais il existe d'autres manières d'orienter ce triangle, et on en a même un panneau. Quand le triangle pointe vers le bas, nous avons alors le panneau du céder le passage. Et pour terminer, avec un dernier triangle utilisé sur la route, c'est le triangle de sécurité que chaque utilisateur déploie manuellement pour signaler leur propre véhicule à l'arrêt dans un emplacement non adapté. Voilà, donc pour conclure, si vous voulez séduire votre crush, la personne aimée, votre compagne ou compagnon, peut-être que la forme d'un cœur ou d'un rond n'est pas la meilleure des solutions. Ramenez-vous avec un grand panneau triangulaire et vous aurez toute son attention. Bon, simple effet secondaire, vous seriez peut-être associé à de l'anxiété et du danger. À vous de voir, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. J'aime beaucoup que tu partages tes techniques de drague, Cléo. Hein. Ah, t'as vu? Je me posais une question débile, mais Pierre n'a pas su me répondre. Mais Ah non. j'ai l'impression qu'un truc, un polygone, d'une manière générale, ça se trouve moins dans la nature qu'un truc rond, quoi. Et donc, comme le triangle, c'est le truc le plus anguleux. Ouais. Non. Ouais. Ouais, bah c'est ce qu'on retrouve dans les discussions c'est que justement il y a des angles en fait. Et plus les angles Ouais. seraient aigus en fait, petits, plus ça attirerait l'attention ou l'œil. Mais bon, j'ai pas lu d'article vraiment dessus, j'ai juste lu dans les discussions d'articles. Parce que les feuilles sont triangulaires. Toi. Un peu quand même. Il y a du pointu. Sur certaines, il y a du pointu. Du pointu. Non, je cherche une explication. Tu me permets de faire une transition magnifique avec la feuille triangulaire, qui est justement l'objet de la chronique, de ma chronique aujourd'hui, puisqu'on va parler de feuilles nasales triangulaires chez les animaux et plus particulièrement chez les chauves-souris. Alors, si je vous disais qu'avoir un triangle au milieu du visage pouvait vous permettre de mieux entendre. Bon, probablement, vous me regarderiez comme si j'étais folle, peut-être vous auriez raison d'ailleurs, parce que bon, chez l'homme, c'est pas vraiment, quelque chose qu'on envisage souvent. Mais par contre, au cours de l'évolution, on a plusieurs espèces qui ont un triangle au milieu de la face et c'est visiblement quelque chose qui a été favorisé. Et pour une raison en fait bien précise, le son est se diriger dans l'espace. Alors comment, pourquoi, chez qui? Eh ben, on va le découvrir dans cette petite chronique et on va voir qu'on peut même remonter, en fait assez loin dans le temps. C'est des structures qui ont finalement toujours fasciné. Alors bon, évidemment, vous me connaissez, hein, vous connaissez mon groupe d'animaux, favoris aussi, ce sont les chauves-souris et pas n'importe lesquels, les phylostomides, dont le nom veut littéralement dire feuille nasale, nez feuillé. Et donc, chez ces espèces-là, on a un nez qui est absolument, incroyable. Je pense qu'on va vous mettre des images dans la chatroom pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais c'est des structures qu'on retrouve pas uniquement chez les phylostomides, on les retrouve aussi chez d'autres groupes de chauves-souris, un petit peu différentes, comme chez les rhinolophes, par exemple. Les rhinolophes, en France, on en a plein, notamment le grand rhinolophe, le petit rhinolophe. C'est des chauves-souris très communes que vous voyez peut-être voler, le soir, l'été, au printemps, en automne, etc. Et on les retrouve aussi, dans une certaine mesure, chez les hypocéridés, où on a ce nez un peu, différent, pas forcément en forme de triangle chez eux, mais qu'on retrouve quand même au milieu de la face. Alors, les phylostomides en particulier, hein, pour revenir à ceux-là, ils ont une majorité un nez en forme de feuille, en forme de triangle, justement, plus ou moins étendu. Donc chez certains, c'est très, très réduit, chez d'autres, c'est très grand. Et pour vous le représenter, pour ceux qui ne peuvent pas voir les images, eh ben, imaginez avoir un petit morceau de peau et de cartilage, un peu comme votre oreille, hein, un peu semi-rigide, qui part de la base de votre nez et qui monte droit devant vous, entre vos yeux. Donc la base étant la base large du triangle et ensuite ce serait un triangle, isocèle qui monterait, plus ou moins haut selon les espèces, entre vos yeux et là vous avez un aperçu de à quoi ça peut ressembler. Et une des premières choses, c'est d'ailleurs ce nez en forme de feuille triangulaire. La première chose que les gens remarquent quand on leur montre un visage de phylostomide, ils sont là: «Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc qu'elles ont au milieu du visage et ça sert à quoi, en fait?» Et ben, vous allez voir que ça sert, on le verra un peu plus tard, à l'écolocation, mais pas que. Et que surtout, ça nous dit beaucoup de choses de l'histoire des sciences et de notre façon d'appréhender un peu, les bizarreries du vivant et aussi d'essayer de comprendre comment les naturalistes appréhender ce genre de bizarrerie évolutive, au 18e, au 19e, au début du 20e siècle. Alors, justement, et ben, les naturalistes, qu'est-ce qu'ils en disaient?
Alors ceux du 18e, 19e, on peut penser à Buffon, Cuvier, Saint-Hilaire, et cetera. Enfin tous ceux de cette époque un peu large, hein, un peu plus large que ce que je dis. À cette époque, on n'a pas d'évolution darwinienne, donc on réfléchit pas tellement en termes d'évolution des espèces, mais par contre, c'est une époque où toutes les espèces sont extrêmement décrites, étudiées, certaines sont ramenées des tropiques et bon, étudiées sur place ou alors ensuite dans les musées. Et bah, évidemment, avoir cette espèce de nez en forme de feuille au milieu du visage, ça intriguait pas mal. Et à cette époque, comme on n'a pas encore d'évolution, ces structures n'étaient pas vues comme des structures évolutives ou même spécialement fonctionnelles, mais elles étaient vues de différentes façons. Soit faisant partie d'un plan d'organisation générale des espèces, on les considérait trop élaborées et trop complexes pour être là par hasard. Donc il y avait parfois aussi cette idée que c'était peut-être quelque chose de... Alors, on ne parlait pas d'intelligent design non plus, mais quelque chose d'un peu de divin, de spécial. Et qu'elles étaient sans doute là pour accompagner une fonction qu'on ne connaissait pas vraiment, en tout cas pour rentrer dans le rôle général de l'animal. D'autres aussi, plus tard, parlaient d'ornement, avec cette idée que les espèces auraient bah, des ornements dont on ne savait pas forcément trop à quoi ils servaient, mais pour faire beau. Pour Georges Cuvier, par exemple, un effeuillé aussi compliqué et bizarre, ça pouvait pas être un détail isolé du corps. C'est pour ça que lui, il considérait que c'était, quelque chose de fonctionnel par rapport à l'organisme et notamment, il écrivait que les organes des espèces sont tellement liés entre eux qu'on ne peut en modifier un sans modifier les autres. Donc on avait cette idée, on y reviendra un peu plus tard dans la chronique, d'intégration vraiment des organismes. C'est-à-dire que ce nez devait forcément faire partie de quelque chose, d'un peu plus grand. Je ne sais pas si vous avez vu, j'imagine que certains d'entre vous ont vu les planches de Haeckel, ces magnifiques dessins qui sont très très jolis. Et notamment, il en a fait plusieurs, il me semble, ou au moins une, sur les chauves-souris qui sont absolument magnifiques et qui mettent surtout en avant toutes ces espèces d'attributs un peu particuliers des chauves-souris et surtout des philostomies, notamment, je pense à Mormouth Bienvillé qui a alors en anglais c'est Ghost-Faced Bats, la chauve-souris à visage un peu de fantôme, qui a ce visage si particulier, dont il accentue justement toutes les particularités. Donc il a fait toutes ces planches, il était fasciné par ces organismes, alors pas que par eux, hein, mais ça fait partie des planches qu'il a faites. Et même si il était l'un des premiers à embrasser pleinement l'idée d'évolution, pour lui, la forme primait sur la fonction. Et en fait, il voyait dans ces nez feuillés une espèce de signature visible de l'histoire évolutive particulière de ces lignées, comme un peu des archives qui seraient sculptées dans leur chair. Et il a écrit notamment que la diversité des formes est l'expression la plus sûre de l'histoire de ces lignées. Donc, il n'arrivait pas forcément à l'expliquer, mais en tout cas, il avait cette idée que ces nez, voilà, si, voilà, vous voyez sur ceux qui peuvent avoir accès à l'image et les autres, vous pouvez aller les voir sur nos notes d'émission ensuite. Tous ces nez très ornementés, très bizarres, dont certains sont vraiment en forme de triangle, bah, pouvaient un peu récapituler l'histoire de ces animaux. Et pour lui, donc, c'était la marque d'un long passé évolutif, une sorte de livre un peu ouvert, inscrit sur le visage de la chauve-souris. Et en fait, ce qui est drôle, mais qui se comprend rétrospectivement, c'est que Cuvier et Haeckel avaient en fait raison d'une certaine façon, on le verra un peu plus tard, mais ils n'ont jamais imaginé que ces structures pouvaient avoir un rôle pour modeler le son, et on va le voir, le rôle qui est important. Pour eux, comme on l'a vu, voilà, ils voyaient vraiment ça comme les pièces d'un plan d'organisation plus grand, des ornements, éventuellement quelque chose qui récapitule l'histoire, mais on n'allait pas jusqu'à la fonction. Pour ça, pour comprendre à quoi servent ces structures, il faut arriver au XXe siècle, qui lui amène un changement radical de perspective. Et c'est dans les années 40-50 à peu près qu'on découvre qu'en fait les chauves-souris, ben, elles se contentent pas de voir et d'entendre comme nous. On pensait même à cette époque-là qu'elles étaient aveugles d'ailleurs, mais par contre qu'elles vont émettre des sons et qu'elles ont ce nouveau sens qui est complètement différent des autres mammifères pour se déplacer et pour chasser dans l'obscurité, c'est l'écholocation. Alors l'écholocation, c'est quoi? On vous en a déjà parlé avec Eléa longuement dans un épisode il y a quelques années. C'est la faculté d'émettre un son et ensuite de le recevoir donc, et d'estimer la distance à laquelle vous vous trouvez grâce à ce son. C'est un peu comme l'effet Doppler, pour vous, quelque chose que vous connaissez peut-être, quand vous entendez une ambulance passer, ça va faire nan, 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 et le son va changer.
le son va changer en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez. Et si vous êtes très fort comme une chauve-souris, vous pouvez utiliser le son et ces ondes acoustiques pour estimer la distance à laquelle vous êtes de certains objets. Donc les chauves-souris font ça. Elles font pas ça avec du son audible, elles font ça avec des ultrasons. Et en tout cas, elles vont émettre un son. Ce son va rebondir contre une surface, une proie, un arbre, quelque chose, et revenir vers elles. Et en calculant, en fait, en étant capable de calculer la distance, le son, la fréquence, etc., elles vont être capables d'estimer la distance à laquelle elles se trouvent de leur proie ou de différents éléments dans leurs environnements. Et ben, du coup, quand on a découvert l'écholocation, les scientifiques qui se sont aussi intéressés à l'anatomie de ces chauves-souris se sont dit: «Ce nez, il doit avoir un rôle dans l'écholocation, soit pour émettre le son, puisque certaines chauves-souris vont émettre du son par le nez, soit pour le recevoir». Et donc c'est là la première fois qu'on a trouvé, finalement une fonction, fonctionnelle, une fonction, précise à, ces ornements, mystérieux qui ont cessé d'être de simples curiosités anatomiques pour devenir de véritables, instruments sensoriels. Alors je vous ai parlé d'émission par le nez. En fait, ce qui se passe chez les chauves-souris, c'est qu'elles ont plusieurs façons d'émettre le son, d'émettre ces échos, et ça varie selon les espèces. Certaines vont voler avec la bouche ouverte et vont l'émettre par la bouche. Donc, comme nous, là, quand on parle ou si vous criez, voilà, vous émettez du son par la bouche. Mais certaines l'émettent par le nez. En fait, on peut aussi émettre du son par le nez. Pour nous, de façon articulée et dirigée, c'est un peu plus difficile, mais les chauves-souris, par contre, elles y arrivent très bien. Et en fait, on s'est rendu compte en étudiant plein d'espèces, etc., qu'en général, alors attention, je mets des pincettes, c'est pas encore un peu discuté, hein, comme quoi la science a besoin encore d'avancer, même sur des choses qui peuvent paraître aussi étudiées. Certaines chauves-souris, on pense que les chauves-souris qui émettent par le nez, que toutes celles qui ont une feuille nasale vont émettre le son par le nez. C'est encore discuté chez certaines, notamment chez certains philostomides. On dit que certains émettent par la bouche. Mais bon, voilà, à creuser. Je prends des pincettes pour pas affirmer quelque chose dont on n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est pas forcément absolu. En tout cas, on pense que le fait d'avoir ce triangle, cette feuille nasale si particulière, leur permet d'émettre par le nez de façon un peu plus précise, de façon de moduler ça un petit peu mieux, et que le nez fonctionne pas vraiment comme un simple haut-parleur acoustique, mais comme un véritable élément complexe sensoriel facial qui va leur permettre d'émettre un son particulier qui va varier selon les espèces, puisqu'on sait que suivant les espèces de chauves-souris, leurs fréquences d'écholocation sont différentes. Elles n'ont pas toutes les mêmes capacités de se repérer dans l'espace. Et pour chasser aussi, on sait que beaucoup de choses changent au niveau de l'écholocation. Donc le nez, finalement, c'est une espèce de projecteur acoustique qui est adapté à chaque espèce, à la manière dont elle se déplace, à la manière dont elle chasse. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi il est si variable, pourquoi certaines espèces comme l'Oncophina aurita ont un nez qui est tellement long qu'il dépasse de leurs oreilles et de leur tête, et que chez d'autres espèces qui sont frugivores, qui utilisent peut-être un petit peu moins l'écholocation pour chasser, on a un nez plus petit. Ça encore, c'est des hypothèses. On cherche encore à le démontrer. Il faudrait faire plein d'expériences pour ça, notamment de comportement. Et c'est en cours chez certaines espèces. Mais en fait, on pense que le nez, c'est pas seulement un haut-parleur, et on pense qu'il est aussi important, ce nez en feuille nasale, pour ramener le son. Pourquoi? Parce que le son, vous allez l'émettre par le nez, mais ensuite, l'écho, il va revenir. Et on pense qu'un autre rôle de cette feuille nasale, c'est que lorsque le son revient, le nez peut aider peut-être à diriger le son vers les oreilles. Là aussi, encore, c'est une hypothèse qui pourrait expliquer, encore une fois, le rôle de cet organe qui fonctionnerait sans doute du coup en coévolution avec l'écholocation, avec l'émission du son, sans doute avec le larynx aussi. Et je trouve que c'est assez joli de penser à tout ça. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez ce que Cuvier a dit au départ sur l'intégration des organismes, même s'il n'avait pas du tout cette idée d'intégration fonctionnelle, d'intégration évolutive en tout cas, de coévolution, et ben, l'idée que la forme du nez est liée à l'émission du son, est liée peut-être au larynx, est liée aux oreilles, est liée à toutes ces structures qui travaillent ensemble pour émettre et recevoir du son, bah, finalement, on reboucle sur ce que les premiers naturalistes avaient finalement pensé,
même si c'était pas avec tous le déroulement qu'on a aujourd'hui évolutif, mais en tout cas, on fait une sorte de boucle qui est bouclée, où finalement, on revient sur des choses assez précises. Maintenant, il y a d'autres hypothèses aussi qui sont un petit peu moins considérées, c'est que peut-être que ce nez a aussi une idée peut-être ornementale, peut-être sexuelle, ça c'est très 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 débattu, et on n'a rien qui le prouve, mais c'est aussi des choses qui ont été émises. Alors, ça c'est chouette, maintenant on a la fonction. Ce qui intéresse aussi les chercheurs, c'est mais comment on fait ça finalement? Parce que le nez, comme je l'ai dit, le nez feuillé, c'est du cartilage, donc c'est un peu comme de l'oreille. C'est un tissu qui n'a pas l'air si différent. Et une autre question que se sont posées les chercheurs, c'est finalement comment, pour le cas des phylostomies, dans 25 millions d'années, on a autant de structures différentes si vite, parce que 25 millions d'années, c'est pas grand-chose au cours de l'évolution. Et alors, ils ont commencé à regarder quels gènes, quels étaient les circuits de gènes qui pouvaient être importants pour édifier ces nez au cours du développement. Et là, ils se sont rendus compte, Topo vous en a abondamment parlé sur les Vodévo, que c'est comme d'habitude en évolution, c'est toujours les mêmes gènes qui sont utilisés et finalement, on n'a pas vraiment un gène spécifique de nez feuillé. Au contraire, l'évolution bricole encore, va réutiliser des gènes, va réutiliser des réseaux de gènes pour mettre en place ces structures qui sont apparues 3 fois indépendamment au cours de l'évolution chez les chauves-souris. Et voilà, on comprend toujours pas vraiment comment, d'un point de vue génétique, ça se passe pour mettre en place cette diversité. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont aussi à l'étude. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Et ben, finalement, que encore une fois, tout commence par l'observation et que les premiers naturalistes ont commencé par ça. Ils n'étaient pas forcément si loin que ça de la vérité. Alors, pour la fonction, oui, mais en tout cas, il y a des concepts qui étaient déjà présents à l'époque. Que ces structures incroyables en forme de nez feuillé, elles étonnaient déjà à l'époque, elles étonnent toujours aujourd'hui. Et elles étonnaient à l'époque juste parce qu'elles étaient belles, elles étaient bizarres, elles étaient très différentes. Et aujourd'hui, elles étonnent toujours les chercheurs pour ces raisons-là, mais aussi parce que c'est des outils d'étude formidables pour comprendre comment les espèces se diversifient, à la fois d'un point de vue morphologique, d'un point de vue fonctionnel, à quoi elles servent, d'un point de vue coévolutif, comment toutes les structures d'un organisme évoluent ensemble, et aussi d'un point de vue comment les organismes fonctionnent, quels gènes sont impliqués, comment ça se passe. J'espère que dans 5 à 10 ans, on aura plus de choses à dire sur le sujet. Et voilà. Excellent. Super. J'adore les chauves-souris. C'est trop bien, les les chauves-souris. deux ou trois numéros de la Hulotte sur les chauves-souris qui viennent de sortir. C'est vrai, oui. Oui, on sur m'a le dit ça, rhinolophe. il paraît que il était cool. Sur le petit rhinolophe. Sur le petit rhinolophe. Tu vois, tu m'aurais parlé de rhinolophe il y a encore un an, j'aurais pas connu, mais là, je connais. Et tu sais, c'est drôle, j'en ai vu pour la première fois de ma vie il y a 2 mois parce que j'étais en terrain avec des collègues en Quercy et donc elles étaient en hibernation. On a vu un grand rhinolophe, un petit rhinolophe. Comme moi, j'avais jamais trop bossé sur les chauves-souris françaises avant, j'en avais jamais vu en vrai. Mais là, elles étaient toutes en mode voilà, il y a mode hibernation totale, donc on les a pas dérangées, mais en fait, ouais, il y en a plein et ça m'étonne pas qu'ils aient parlé de cela dans la Hulotte parce que ça fait partie des espèces en France qui sont les plus communes. Et ça a vraiment une drôle de tête quand même. Ouais, surtout On se demande là, un peu. Tu te demandes un peu où sont les yeux, où est la bouche. Enfin, tu te demandes un peu le plan d'ensemble. Ouais, et puis tu regardes, encore là, j'ai pas mis Mormoops, mais Mormoops, c'est vraiment bizarre parce qu'ils ont les yeux à l'intérieur des oreilles. Bon, ils ont pas un effeuillé comme ça, mais tu regardes même celui qui a le grand nez là qui dépasse de sa tête, ouais, eux ils sont trop bizarres. Enfin, et puis quand tu les vois en vrai, tu peux toucher le nez, c'est vraiment, ça se plie un peu quoi. Mais c'est vraiment, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme le nazik, quoi. Prononce bien le que à la fin. Le nazik. Oh, on parle de grand nez. On parle de grand nez. De grand nez, voyons. Ça peut vite déraper. On va peut-être changer de sujet tout de suite là. Quel est le prochain sujet dans le conducteur? C'est moi. Donc il faudrait que j'arrête de dire n'importe quoi et que je parle parce que donc oui, non, j'ai appris très tardivement que vous faisiez cette mais non, mais me regarde pas comme ça. Alors, vu que cette émission est enregistrée, je peux me porter en faux immédiatement. Robin est au courant depuis 1 an de l'existence de ces émissions thématiques. Bon, mais j'ai oublié. Bref, peu importe. Donc le triangle, allons-y, on va
Enchaînons, Trêve enchaînons. d'introduction. Le triangle. Non, c'est extrêmement riche. Je suis très, très content, de parler du triangle. La grosse difficulté va être de me limiter parce que c'est très, très riche. On ne sait pas par où commencer. Je peux commencer par les noms de triangles, dont tout le monde a un peu entendu parler, à l'école, hein, le triangle équilatéral. Généralement, quand on demande aux gens d'ailleurs de dessiner un triangle, ils dessinent tous un triangle équilatéral. Et même, il y a un truc très drôle, c'est qu'à force de ne montrer que des triangles équilatéraux, ça m'est arrivé, mais énormément de fois, on montre un triangle pas équilatéral, voire pas isocèle à des gamins et ils disent que c'est pas un triangle. Ou alors qu'à la limite, c'est un triangle bizarre, quoi. Mais de là à dire que c'est un triangle. Bon, bref, donc le triangle équilatéral, la grande star, le triangle isocèle, la demi-star, le triangle rectangle, celui qui donne des suées à tous les collégiens. Il y a le triangle scalène, on connaît moins ce mot-là. Triangle scalène qui veut dire que les trois côtés sont de longueurs différentes. J'ai je voulais regarder et j'ai oublié de regarder, mais l'étymologie est assez marrante. Je crois que c'est boiteux ou un truc comme ça. Voilà. Et alors, il y a un petit truc rigolo à raconter à propos de ces triangles, c'est que si vous essayez de dessiner un triangle qui soit pas ça, enfin, si scalène, mais qui soit ni équilatéral, ni isocèle, ni rectangle, eh ben, c'est une petite galère. Alors évidemment, statistiquement, vous dessinez un triangle qui est rien de tout ça, mais vous allez, si vous faites pas gaffe, dessiner un triangle qui est soit presque isocèle, soit presque rectangle. Et s'éloigner de ça, c'est vraiment quelque chose de pas évident. Et c'est un petit raisonnement assez rigolo à faire, pour s'en rendre compte. Vous prenez 2 points, vous tracez le segment qui les relie, donc là, vous avez un côté du triangle et la question, c'est à quel endroit est-ce qu'on peut mettre le troisième point pour que le triangle soit ni presque isocèle, ni presque rectangle? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, par exemple, ça peut pas être sur la médiatrice, donc la droite qui passe au milieu du segment et qui est perpendiculaire, parce que si c'est sur la médiatrice, ça veut dire que c'est isocèle, donc ça peut pas être sur la médiatrice ni trop près de la médiatrice. Et puis, ça peut pas non plus être sur les perpendiculaires au segment qui passe par une extrémité ou un autre parce que ça sera rectangle. Et puis ça peut pas non plus être sur un cercle qui passe par les 2 points du segment parce que ça sera rectangle aussi en le 3e point, le point que vous allez créer. Et quand vous tracez tous ces endroits-là où on n'a pas le droit de mettre le point pour qu'il soit isocèle, pour qu'il pas qu'il soit isocèle ou rectangle, et que vous faites des petites zones autour et pas seulement juste des traits, vous vous rendez compte que l'endroit où il faut mettre un point pour que votre triangle soit vraiment quelconque, ben, il est relativement petit, quoi. On n'a pas beaucoup d'endroits. Donc c'est assez marrant parce que du coup, voilà, si vous faites un triangle sans trop réfléchir, c'est tout un entraînement de faire un triangle quelconque qui est vraiment une tête quelconque. Voilà, sinon, alors, il y a des choses à dire qui semblent être des évidences, mais qui ont des conséquences énormes et dont on ne se rend probablement pas compte, quand on fait pas de maths ou d'informatique ou physique ou d'ingénierie. Les ingénieurs sont des très, très grands consommateurs de triangles, il y a de bonnes raisons. Le truc essentiel à dire, c'est que le triangle, c'est le plus simple de tous les polygones. C'est débile, mais il faut le dire, c'est-à-dire que si vous prenez 2 points, ils sont forcément alignés. Donc il faut 3 points pour avoir un polygone. Si 2 points sont alignés, 3 points, ils peuvent être alignés, mais on peut en mettre un pas aligné et pouf, ça y est, on passe en dimension 2. Et par contre 3 points, c'est toujours dans le même plan. Et donc ça, c'est pratique. Par exemple, si vous voulez faire une surface, sur un ordinateur pour un jeu vidéo, donc un personnage, un élément de décor et cetera, mais notamment un personnage. Vous voulez faire un personnage, beh, en fait, c'est une surface et qui va être un polyèdre, c'est-à-dire un truc fait de polygones et après on met des trucs pour cacher que c'est ça, par-dessus. On met des couleurs et tout pour cacher les triangles, mais foncièrement, c'est comme ça qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on crée une forme, un polyèdre, donc formé de plein de polygones et on fait des triangles et pas une autre forme. On fait pas des quadrilatères et il y a une raison à ça, c'est effectivement le fait que ça soit plan, le fait que ça puisse pas vraiment se déformer, c'est-à-dire qu'on va changer la longueur des triangles pour permettre le mouvement mais si on met des quadrilatères, le quadrilatère n'est pas nécessairement plan et donc ça va se tordre et on va avoir des problèmes de calcul. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des surfaces, on ne sait pas exactement où ça passe, comment ça passe, parce que bah, c'est plus un plan. Donc on triangule. Donc les gens qui font des images sur ordinateur triangulent toute leur surface. Les ingénieurs qui veulent voir si le pont tient bien ou pas, etc., triangulent leur surface. Tout le monde triangule les surfaces. Donc il y a des triangles absolument partout dans tout ce qui est image virtuelle. À ce compte-là, je renvoie nos poditrices et poditeurs à l'épisode, dans lequel j'ai interviewé mon propre frère, Jacques Ah Carner oui. et où il nous avait expliqué justement comment,
passait son J'avais temps à trianguler. complètement oublié, mais tout à fait vrai. Une ancienne émission, parce que j'étais là. Une émission assez vieille. Pas ton frère, Comme l'émission. mon frère. Voilà. Donc on triangule et on quadrangule pas. C'est nul. L'autre chose importante à dire, c'est que le fait qu'il n'y ait que 3 côtés, quand on fixe les longueurs, ça veut dire que le triangle ne peut plus bouger. Ce qui n'est pas le cas si vous prenez un quadrilatère, encore une fois. C'est-à-dire si vous imaginez 4 baguettes que vous attachez juste au sommet, clairement, il y a moyen de bouger tout ça. Ça peut énormément bouger. Vous pouvez penser, si vous avez du mal à imaginer ça, aux croisillons qu'on met pour accrocher les plantes dans les jardins. Là. On a des croisillons comme ça, ou les dessous de plats. Vous avez des quadrilatères, hein, vous avez des losanges et des carrés. Quoi. Enfin, ça peut passer de losange à carré, juste en bougeant, parce que on a fixé la longueur des côtés, mais ça Est-ce suffit que c'est pas à parce que bloquer. les croisillons triangulaires se vendaient moins? Non, C'est ça la question. mais en fait, les croisillons triangulaires, c'est nul parce que tu peux pas le plier, Voilà. puisque ça ne peut pas bouger. Puisque si on a fixé les 3 longueurs du triangle, eh ben, il peut plus bouger. Et c'est bien pour ça d'ailleurs, parce que ça rend les choses rigides, que quand on monte un échafaudage, on rajoute des diagonales au rectangle pour rendre ça rigide. Donc on n'est pas obligé d'en mettre partout, parce que malgré tout, c'est des barres rigides qui sont mises dans des... Alors les barres rigides, on s'en fiche, mais qui sont mises dans des croisements à l'endroit où les barres des échafaudages se croisent. C'est censé être rigide, donc les maintenir, mais on met plein de diagonales pour rigidifier en faisant des triangles là où il y avait des rectangles. Et donc, c'est quelque chose de très connu. Si on s'intéresse aux polyèdres, les deltaèdres, la famille des deltaèdres est très particulière. Les deltaèdres, c'est ce qui est fait en forme de triangle, parce que delta, c'est une lettre grecque qui en majuscule s'écrit sous forme d'un triangle. Donc, les deltaèdres, voilà. Et les deltaèdres, quand on veut fabriquer ça avec des tiges sans faire les faces pleines, eh ben, c'est rigide. Si vous voulez faire un cube en tige avec les faces vides, les faces pleines, j'ai dit, pardon. Si on veut Ah. faire avec les faces Alors, vides, pouf pouf, je reprends. Si on veut faire un polyèdre avec les faces vides, s'il n'est fait que de triangles, il est rigide. S'il y a autre chose qu'un triangle qui apparaît quelque part, ça va bouger. Si vous essayez de faire un cube avec des pics à brochettes et je sais pas ce que vous voulez pour les sommets, là, il sera pas solide, il va bouger, il va s'écrabouiller. Donc, voilà, c'est une vraie propriété importante. Les deltaèdres sont rigides, et donc ça a un certain nombre de conséquences sur l'utilisation qu'on peut faire de ça. Enfin, notamment les c'est pour ça que tout échafaudages. à l'heure, quand tu disais que en prenant un quadrilatère, ça va se déformer, c'est Oui. cette idée-là. Oui, le quadrilatère se déforme. Le quadrilatère, si tu le prends pas plein, évidemment. Hein. Mais à ce moment-là, le quadrilatère, il est comme... Parce que j'avais l'impression que tu as dit qu'il va se courber. C'est plusieurs quadrilatères qui vont faire que ça se courbe. Non, tu prends un quadrilatère. Si tu prends 4 baguettes Ouais. que tu attaches avec de la pâte à modeler au sommet, par Ouais, exemple, ça peut bouger, donc ça va bouger si tu le poses. Mais ça reste dans un plan. Pas nécessairement en plus. Mais même si tu le laisses dans un plan, ça peut bouger. Ah, mais oui, t'as raison. Ça peut se tordre Oui, alors que si tu vraiment. fous une baguette au milieu, ça devient 2 triangles en tient. fait, et là ça bouge plus. Oh, le Voilà. mindfuck. Oui, c'est Alors- vrai qu'avec un triangle, ça reste toujours dans le plan, même si t'es Alors, avec ça tes- reste pas dans le plan. Si tu fais un quadrilatère et que tu mets juste une Non, mais diagonale, ça reste un plan. ça peut faire 2 plans. Ça peut se casser au niveau de la peux- diagonale. Quoi Non. Si tu prends un quadrilatère et que tu prends juste une Oui, diagonale, tu peux. Oui, tu peux faire un t'as papillon. 2 triangles, mais ils peuvent ne pas être dans le même Voilà, plan. Non, c'est je ça. l'ai. Je l'ai. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair que le triangle fait que les longueurs ne peuvent plus. Voilà, les angles sont fixés, donc ça rigidifie tout. Donc le triangle, vraiment, c'est important pour tout ce qui est construction. Voilà, je crois que ça m'avait donné une autre idée, mais c'est pas grave, je vais me contenter de lire ce que j'avais prévu de dire, ça sera déjà largement C'est déjà pas suffisant. mal. Et les triangles, donc, sont aussi extrêmement pratiques pour faire toutes sortes de calculs. Donc, je vais pas insister lourdement là-dessus, mais c'est clair que le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès sont des théorèmes qui reposent sur les triangles et qui permettent de faire énormément de calculs. En gros, on est en galère, on sait pas calculer la hauteur d'un bâtiment, on sait pas calculer une distance, on sait pas calculer des trucs comme ça. Et ben, si on en connaît d'autres, on peut calculer une 3e distance et on s'en sort. Une 4e distance. Bon, bref, ça dépend quel théorème on utilise. Faut penser aussi que, par exemple, calculer la surface d'un polygone, a priori, on n'a pas de formule générale si on veut calculer la surface d'un quadrilatère quelconque, quoi. Par contre, vous prenez n'importe quel polygone, même un polygone à 25 côtés qui ressemble à rien,
Et ben, si vous avez de la patience, vous pouvez tracer des diagonales donc une diagonale, je rappelle, parce que Oui, parce que moi, Pierre je ne m'avait savais pas posé ce la que c'était question. une diagonale, hein. Une diagonale, donc dans un polygone, c'est quand on relie deux sommets qui sont pas reliés par un côté. C'est n'importe quel segment comme celui-là. Et donc, bah, un polygone, à force de tracer des diagonales qui ne se croisent pas, on peut le transformer en une famille de triangles. Et donc, pour calculer la surface d'un polygone quelconque, a priori, bah, on va faire ça, parce que les triangles, on sait faire. Donc, on va calculer la surface de chacun des triangles, et puis on additionne, on a la surface du polygone. Incroyable. Donc, et même, je vous renvoie à l'épisode sur pi, pour calculer la surface du disque, ben, on le coupe en plein de parts de tarte qui sont des presque triangles. Donc en fait, on approxime la surface du disque par la surface de plein de petits triangles. Donc vraiment, c'est l'unité de base qui sert à calculer plein de longueurs, plein de surfaces. Et d'ailleurs, pour mesurer, alors ça, je renvoie à l'épisode d'Alan. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait quand on me renvoie à des épisodes Bah, anciens? parce qu'on est deux vieux. Ouais, c'est ça, voilà. Sur le mètre, l'invention du mètre étalon, parce que pour définir le mètre, les révolutionnaires, là, ils voulaient quelque chose d'universel, donc il fallait que ça soit quelque chose qui ne dépende pas de quelqu'un. Donc on prend la Terre comme mesure de base et on dit que ça va être une subdivision du périmètre de la Terre. Mais pour ça, il faut mesurer le périmètre de la Terre, évidemment. Et donc il y a des gens qui sont partis faire des missions, c'est des aventures, c'est extraordinaire pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, il faut se renseigner, écouter Alan ou aller ailleurs, mais en tout cas, c'est vraiment une histoire assez croustillante. Et donc il a fallu mesurer des longueurs vraiment très très longues. Et donc là, on est dans la campagne et on doit mesurer des longueurs immenses, quoi, des centaines de milliers de kilomètres. Et comment on fait ça? Ben, on va mettre bout à bout des triangles. Et parce que là, en fait, à partir d'un angle, par exemple, à partir de deux angles et d'une longueur, donc vous mesurez une distance, vous mettez à l'extrémité du segment d'un côté et de l'autre et vous visez un même troisième point, vous regardez l'angle que ça fait et immédiatement vous avez la distance de cet objet-là, vous êtes capable de calculer les deux longueurs du triangle que vous n'avez pas et l'angle qui manque, etc. Dans un triangle, en gros, c'est presque vrai ce que je vais dire, si vous avez trois éléments, vous êtes capable de calculer tous les autres. Si vous avez deux angles et une longueur, vous êtes capable de calculer les deux autres longueurs et le troisième angle. Si vous avez un angle et deux longueurs, pareil, vous pouvez calculer tout le reste. Et pourquoi c'est pratiquement Et vrai? pourquoi c'est pratiquement vrai? C'est que si vous avez que les trois angles, Oui, vous savez la forme du triangle, mais vous savez pas sa taille. oui, c'est Il sûr. peut être plus ou moins grand. Donc il faut une distance au moins. Donc il faut une distance au moins. Voilà. Mais il me semble que c'est comme ça qu'ils ont calculé l'Everest aussi, qui était. En fait, Il me semble que Everest, qui a fait partie des gens. Bon, il y a toutes des histoires où il a un peu exploité des gens, il me semble aussi, mais. probablement. À l'époque, tu vois. Mais il me semble que ouais, c'était ça aussi, en utilisant de la triangulation et La triangulation, de toute façon, elle est complètement omniprésente. On peut aussi parler de la parallaxe en astronomie. La parallaxe, c'est comment on fait pour mesurer la distance d'objets célestes hyper lointains. En fait, on attend que la Terre bouge, on mesure l'angle entre deux objets, et puis on attend que la Terre bouge, et puis on se rend compte que l'angle entre les deux objets qu'on observait n'est pas exactement le même. Et donc, en fait, on est en train d'avoir, il y a le segment qui relie l'emplacement de la Terre à deux endroits différents, il y a l'angle qui varie, et donc, c'est exactement ce que je vous ai raconté pour la triangulation. Donc, c'est vraiment, le triangle est à la base de plein, 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 plein de choses quand il s'agit de mesurer des longueurs. Donc, voilà. Et donc, encore une fois, à part si on n'a que trois angles, si on a au moins un côté et trois éléments, on est capable de tout calculer, de tout connaître. Voilà. Dans les autres choses essentielles aussi dans les triangles, c'est que un triangle, on est tous au courant, enfin vous êtes tous au courant, moi aussi, mais que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Vous vous rappelez de ça dans vos cours lointains? En géométrie euclidienne. En donc, géométrie euclidienne, c'est exactement de ça que je voulais parler. Sur Terre, si on prend un triangle suffisamment grand, on peut se rendre compte que ça va pas être le cas. La somme des angles va être plus de 180 degrés. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, je fais le cas extrême. Si vous partez de l'équateur, que vous montez au pôle Nord, que vous tournez à angle droit, que vous redescendez à l'équateur et que vous revenez à votre point de départ, vous venez de faire un superbe triangle équilatéral avec trois angles droits. Et donc là, ça va pas du tout. Et en fait, si, ça va très bien. C'est juste que vous êtes sur Terre et que donc aller tout droit sur Terre, c'est pas exactement la même chose que d'aller tout droit sur un plan. Et en fait,
l'un des moyens de savoir sur quelle surface on se trouve, si jamais on se trouve catapulté à un endroit qu'on ne connaît pas, c'est de faire des triangles assez grands. Parce que si la somme des angles est toujours 180 degrés, c'est qu'on est sur un endroit qui est plat. Alors plat, pas forcément. Par exemple, si vous êtes sur un cylindre, on va considérer que c'est plat. La géométrie est la même, parce que si vous prenez une feuille de papier, vous pouvez la transformer en cylindre sans élasticité. Donc il va y avoir la même géométrie dessus. Mais donc voilà, plan dans ce sens-là, dans le sens, on a pris vous êtes sur une feuille qui n'a pas été étirée. Il y a pas Ouais, de. enfin, bon, on est d'accord que si tu es dans un cylindre, T'es à la surface du cylindre. ouais, tu es à la surface du cylindre, Ouais, tu commences à marcher. ouais. Si tu continues au bout d'un moment, tu tombes du cylindre. Non, 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 t'es à la surface du cylindre. T'es sur la surface du cylindre. T'es sur une terre qui n'est pas sphérique mais cylindrique. Donc un donut, Non, un cylindre. il y a un bout d'un cylindre. Oui, bah c'est une planète infinie. Ah bah oui, bah voilà, donc c'est un Ah mais mathématicien. fallait pas me réinviter. Hein. Moi je fais de l'astronomie de matheux, donc j'ai des planètes infinies. Non, si on est sur la surface latérale du cylindre, oui, pardon. J'ai oublié de préciser. Très bien. Voilà, Si tu as la surface latérale, d'un cylindre. tu commences à marcher, tu fais un angle droit, tu Ouais. marcheras ad vitam aeternam. Non. Non, non, ça fait vraiment les mêmes. Tu fais un angle droit. Attends, oui. Oui, oui, si tu fais un angle droit, oui. Du coup, Mais il pareil suffit, à il plat, suffit si de tu fais faire juste. un tour à un angle droit et hop, tu reviendras là où tu étais. Non, si tu fais 2 angles droits, c'est comme à plat, 2 angles droits, tu pars en parallèle. Si tu déplies ton cylindre, tu as un truc plat. Oui, Donc tout ce qui t'arrive sur ton cylindre, c'est ce qui t'arrive à plat. Donc si tu fais un triangle sur un cylindre, la somme des angles sera 180 degrés. je suis déçu. Bah oui, je sens que tu es déçu. Mais par contre, si tu fais un triangle et tu te rends compte que la somme des angles est plus de 180 degrés, ça veut dire qu'on est sur, pas forcément une sphère, mais en tout cas quelque chose qui est arrondi de cette manière-là. Et si la somme des angles fait moins de 180 degrés, bah, c'est qu'on est sur une chips. Bien sûr. Ou sur une selle de cheval, ou sur n'importe quoi qui a ce qu'on appelle une courbure négative, c'est-à-dire que dans une direction ça monte et dans l'autre direction ça descend. Alors, par chip, j'imagine que tu parlais du Pringles. Oui, voilà, mais je voulais pas faire de placement de produit. Oui, bon. Mais ouais, ouais. Non, pas n'importe quel chips, mais ou sur une selle de cheval ou sur un col de montagne. Bref, je vous renvoie là, c'était Mathéma Chips, je crois, j'avais parlé de ça. Ou non, 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 c'était sur la géométrie. Enfin bon, bref, renseignez-vous. Et donc voilà, donc ça veut dire que sans voir de l'extérieur le monde dans lequel on est, sans pouvoir prendre de recul, on est capable de savoir quand même quelque chose sur à quoi il ressemble, sur sa géométrie. Et ça a l'air éventuellement débile ce que je raconte, mais on est quand même dans un univers en 3 dimensions qui en fait est tordu dans une 4e dimension. Et donc pour savoir comment il est tordu en 4 dimensions, eh ben, on utilise des triangles très grands. D'accord, donc si jamais on est coincé dans la 4e dimension ou dans un hypercube, on sort un triangle et ça va mieux, c'est ça? Bah, en fait, ça permet d'identifier à peu près dans quel monde on se trouve. Ok. Ouais. Et en astrophysique, ils font ça, ils font des très grands triangles pour savoir si l'univers est courbe ou pas, de quelle façon. Donc bon, j'aurais bien aimé avoir un Johan qui me dise que je dis pas complètement n'importe quoi. Je sais que je dis pas complètement n'importe quoi. Je dis peut-être un peu n'importe quoi, mais pas complètement n'importe quoi. Donc voilà. Et donc ça permet, voilà, ça permet quand même de façon assez efficace, enfin impressionnante, je trouve, de se dire qu'on est capable de savoir dans quel monde on est, à quoi ressemble le monde dans lequel on est, sans le regarder de l'extérieur, c'est quand même assez balèze. Donc pour tous les platistes, hein, faites un triangle suffisamment grand et vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Voilà. Et puis pour terminer, parce que là j'ai parlé de beaucoup de choses utiles, ce qui est quand même, d'ailleurs ça t'a surpris. Quand j'ai commencé à lui parler d'échafaudage, il n'a pas T'as compris parlé parce que. d'une planète cylindrique infinie et tu me dis tu parles d'un truc utile. Oui, non, je crois, non, c'est bon. Non, Là, on est avant, safe. mec, quand j'ai essayé de t'expliquer les échafaudages avant l'émission, t'as pas Oui, compris là, parce que oui, là, tu c'est comprenais facile. pas que je parle d'un truc aussi concret. Donc t'inquiète C'est pas, voilà. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup à propos des triangles, que j'ai découvert très tardivement, c'est ce qu'on peut raconter dessus à propos des dimensions supérieures à 3. Écoute. Et en fait, on parle toujours, quand on parle de la dimension 4, ou 5 ou 6, du cube, et on essaie toujours de généraliser le cube. Et on parle beaucoup moins de la généralisation du triangle, alors que je trouve ça hyper sympa. Parce que c'est tout bête, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un triangle? Alors, on va partir. Bon, alors, le début, c'est comme le cube, c'est un peu nul. Hein. Dimension 0, c'est un point, donc tout est un point. Dimension 2, dimension 1, Spoiler, dernier. dimension 1, oui. Épisode. Je suis pas venu pour le. Ah non, c'est le prochain le point. Non, c'est dans 2. Ah, ligne Il y et a point. ligne et ensuite les points. J'ai raté le carré et le rond. Ouais.
tant pis. Donc en dimension 1, on est sur une ligne, donc toute forme géométrique, de toute façon, c'est un segment, ça a peu d'intérêt. En dimension 2, le truc qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment on fait un triangle. C'est-à-dire on est sur notre droite, on a le segment, et pour avoir un triangle, tout bêtement, on prend un point qui est extérieur à la droite, et on relie tous les points qu'on avait pour obtenir le triangle. Comment on fait pour obtenir l'équivalent en dimension 3? Bah, à partir du plan, on met le plan dans un espace, on prend un point n'importe où ailleurs que sur le plan, et on relie Incroyable, une pyramide. à tous les points, et on arrive avec une pyramide à base triangulaire, ce qu'on appelle un tétraèdre en termes techniques. Et si on le prend au bon endroit, c'est un tétraèdre régulier, c'est-à-dire que toutes les longueurs sont égales, etc. Et qu'est-ce que c'est que du coup l'hypertétraèdre? Ben, on place le tétraèdre dans un espace de dimension 4 qu'on n'a pas chez nous parce qu'on n'a pas les moyens, et on prend un point qui est extérieur à l'espace dans lequel se trouve la pyramide, et on relie à tous les sommets, et ainsi de suite. Donc en fait, on peut imaginer très facilement. C'est déjà compliqué, pourquoi il dit et ainsi de suite? Et ainsi de suite, on peut faire. Donc ça veut dire qu'en fait, le principe de n'importe quel. Alors ça s'appelle soit le simplex, soit l'hypertétraèdre, soit il a encore d'autres noms. De ce Il a pas hyper polytope. pyramide. Non, on ne dit pas Oh. hypertétraèdre. Bah ouais, mais parce que pyramide, c'est pas assez. Et donc, en fait, en gros, c'est juste, voilà, on prend un point à l'extérieur et on relie tous les sommets. Et donc, le truc, c'est que ça résume. Ce qu'on peut dire, c'est que le résumé de ces formes-là, donc les simplex ou les hypertétraèdres, c'est que c'est toujours le plus simple de tous les objets qui existent dans sa dimension, qui ressemble à un polyèdre. Donc après, on appelle ça polytope. Et Pardon? un polytope. D'accord. Polytope ou polycore, ça dépend. Il y a plein de mots, c'est formidable, pour dire dimension supérieure à 3. Et donc c'est toujours le plus simple dans le sens où il n'y a pas de diagonale, deux sommets sont toujours reliés entre eux par un côté. Et ça veut dire aussi que tous les sommets sont reliés à tous les autres. Et donc ça veut dire que on peut avoir. Alors il y a quelque chose qui sort d'un domaine complètement différent des maths qui s'appelle les graphes complets. Un graphe complet, donc un graphe, c'est des points reliés par des traits. J'avais aussi fait une émission là-dessus. Mmh. Et les graphes complets, c'est quand tous les points sont reliés les uns aux autres. Et donc ça veut dire que si on prend l'ombre d'un tétraèdre ou hypertétraèdre, on peut s'arranger, si on l'oriente comme il faut, pour que l'ombre soit le graphe complet, c'est-à-dire des points. Donc par exemple, le tétraèdre, donc là, la pyramide à base triangulaire, on peut s'arranger pour que l'ombre, ce soit juste un carré, et avec les deux diagonales, c'est-à-dire qu'on a 4 points, et tous les points sont reliés à tous les autres. Et l'équivalent en dimension supérieure, donc dimension 4, C'est que et l'ombre il n'a de pas cette 4 forme, c'est points, un il en a tétraèdre. 5, et on peut s'arranger pour que l'ombre de la forme en dimension 2, ça soit un pentagone régulier avec tous les segments qui relient tous les sommets entre eux. Donc un Ouais. pentagone 5 côtés. Et avec l'étoile à 5 branches au milieu, c'est-à-dire le truc où vraiment un pentagone avec toutes les diagonales possibles. Et donc ça, c'est assez rigolo parce que donc on peut avoir l'ombre en dimension 3 de cet objet en dimension 4, et l'ombre de cet objet, on peut se débrouiller pour que ça soit le. Donc c'est une expérience assez T'as rigolote. une ombre du nombre. Ouais. Oui, parce que dimension 5, c'est 2 dimensions au-dessus de nous quand même, donc là ça commence à faire beaucoup. Mmh. Voilà. Et donc ça fait partie des choses que je trouve jolies et rigolotes, et dont on parle, à mon sens, pas assez quand on parle de dimension 4, même si. Voilà, parce que l'hypercube, c'est chouette, mais l'hypertétraèdre, c'est encore C'est plus mieux. c'est très chouette aussi. Voilà, je pense que si j'avais travaillé, j'aurais pu raconter beaucoup d'autres choses, mais du coup, c'est bien que j'ai pas travaillé parce que c'était déjà largement assez long, et figurez-vous que j'ai même pas pensé à parler du triangle de Pascal, je m'en veux. Ah, Pascal Et que était le j'ai premier à l'évoquer quand même. et que j'ai, et ouais, et comme ça, j'ai enfin compris, les numéros, donnés en introduction. Tu sais, On est tous déçus que Pascal n'ait pas incarné cette Lu introduction. l'introduction. Je suis décevant. Oh là là. Non, mais c'était cool. Franchement, ça fait. En fait, il y a des trucs qu'on sait, mais tu les réalises pas nécessairement. Et je trouve ta chronique, ça fait vraiment un peu Mais je trouve. mindfuck, tu vois. T'es là, mais oui, en fait. Oui, mais le triangle qui a pas de diagonale et qui donc du coup est rigide, je trouve qu'on. C'est C'était très débile. très bien Ouais, résumé. c'était Il est arrivé, il m'a dit tu vas parler de quoi? Bah de ça, résumant, et j'ai fait oula. Bah, ça va être velu, mais ça va être bien. Bah, j'ai l'impression d'enfiler des trucs débiles, mais en fait, pour de vrai, voilà, j'étais très content de le réaliser, donc je me suis dit que les autres aussi. Ouais, c'était une chronique Le seul. polytop. Non, c'était top. Polytop. Polytop. Eh bien, chère poditrice, chers poditeurs, j'ai l'impression que c'est mon tour. Et donc, comparé aux autres chroniques,
que nous avons entendues et à celle que j'avais préparée pour Podcast Science, celle-ci ressemblera plutôt à une tribune à charge. En effet, comme disent de nombreux protagonistes dans la série Camelot, le triangle, on en a gros. Alors je conçois qu'il soit surprenant et que la thématique du triangle puisse à ce point me hérisser le poil, mais figurez-vous qu'elle m'a tout de suite fait penser à une image qui, en tant qu'évolutionniste, me chagrine beaucoup. Alors non, il ne s'agit pas de la fameuse marche du progrès, où s'alignent 6 représentants de la lignée des hominidés qui semblent progressivement se relever pour aboutir à un viril bonhomme. Alors, si vous voulez m'entendre d'ailleurs vociférer sur la question, je vous invite à visionner une récente vidéo de Syllabus où Viviane Lalande est venue, dans mon université, discuter de cette image trompeuse. Non, l'image dont je parle aujourd'hui, et qu'on peut retrouver dans de nombreux manuels scolaires, des pages Wikipédia, voire de prestigieux articles scientifiques, c'est un triangle, voire parfois une pyramide, pour représenter la classification hiérarchique en biologie. Et selon moi, ce triangle est aussi inutile qu'une partition pour joueurs dudit instrument. Alors d'abord, ce triangle, que représente-t-il? On y voit, depuis sa base jusqu'à son sommet, différentes sections appelées, respectivement, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Il y a même des moyens mnémotechniques pour en restituer le contenu par cœur, comme reste en classe ou fais grandes études. Reste en classe ou fais grandes études, ça marche. Hein, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Et le moyen mnémotechnique devient parfaitement inutile quand on sait que d'autres classifications vont substituer le niveau phylum à embranchement. Donc reste pas classe. Conseil que je suis à la lettre personnellement. On peut encore rajouter des rangs rigolos comme empire, domaine, cohorte et autres tribus. On le comprend, les termes concernés par les différentes classifications ne sont pas homogènes. Un comble, décrit par le chercheur Ernest Small en 1989, et je cite, l'ironie est de constater que les spécialistes en classification biologique n'ont pas réussi à se doter d'une nomenclature claire et systématique à l'intérieur de leur propre champ d'activité et de ses composants. Ce qu'on pourrait résumer par chez ou bou. Enfin voilà, c'est vraiment un mic drop assez impressionnant. Mais si ce n'était qu'un problème de coordination entre différents spécialistes de la classification, qui seraient en train de couper les cheveux en trois, ça ne me chafouinerait pas beaucoup. Non, selon moi, ce sont les fondements de cette pyramide qui sont profondément viciés. La raison en est simple, alors que la classification des espèces devrait refléter les liens de parenté, donc les liens de parenté entre espèces, et surtout restituer un processus évolutif, elle a été créée par quelqu'un qui n'était pas et ne pouvait pas être un évolutionniste, le naturaliste suédois Carl von Linné. Alors souvenez-vous, je vous en parlais dans l'épisode 50 de Podcast Science, vous apprenant qu'au XVIIIe siècle, Carl von Linné non seulement établit une classification du vivant, mais surtout propose une méthodologie rigoureuse pour construire sa classification. En gros, il considère que le vivant est une grosse bibliothèque, il sait pas trop comment tous ces livres sont arrivés là, mais c'est pas grave, on va les classer quand même et on va faire du boulot rigoureux. Il crée par exemple la notion de niveau hiérarchique dans les classifications avec, alors ça dépend, mais on pense qu'il aurait créé 7 rangs. Règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. L'idée, c'est que ces niveaux hiérarchiques s'emboîtent. L'espèce fait partie d'un genre, qui fait partie d'une famille, qui fait partie d'un ordre, etc. Mais pourquoi 7 rangs, me demanderez-vous? Eh bien, la légende veut que c'est parce qu'à l'époque, on considère que le chiffre 7 est un chiffre parfait. Alors j'ai fait quelques petites recherches juste avant l'émission. Sur le fil, j'allais dire une bêtise. C'est discutable parce qu'il semble qu'en fait, Linné a initialement utilisé seulement 5 des 7 rangs. Difficile de croire qu'il ait changé en disant ah bah d'abord c'est 5 et puis après j'ai mis 7 pour faire un chiffre parfait. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que Linné a utilisé ce nombre de 5 ou 7 et que ce nombre est totalement arbitraire. La preuve, c'est que justement, ça a changé au fur et à mesure des éditions de son Systema Naturae. Je me spoile moi-même, le travail de Linné a été compilé et publié sous le nom latin de Systema Naturae, qui a connu 12 éditions successives entre 1735 et 1768. Alors oui, le bougre adore le latin, hein, Systema Naturae, et c'est notamment grâce à lui que maintenant, toute espèce est connue sous un nom scientifique en latin qui suit ce qu'il a appelé la nomenclature binominale.
Ainsi, chaque espèce se retrouve dans les deux rangs hiérarchiques de la pointe de son triangle maudit, le genre et l'espèce. Alors, l'espèce humaine sera Homo sapiens, la souris Mus musculus et le chat Felis catus. On peut même faire des petites blagounettes et appeler des grenouilles du genre mini, respectivement minimum, miniature et mini-scule. Mais au-delà de nous faire glousser, je me demande régulièrement pourquoi la classification hiérarchique de Linné est toujours à ce point prégnante dans nos classifications des espèces actuelles. Certes, on a tout de même réussi à déloger certains règnes particulièrement embarrassants de nos classifications modernes. Par exemple, exit le règne minéral dans nos classifications, n'en déplaise aux géologues, hein, spéciale dédicace aux fans comme Alexa. Mais force est de constater que les mots famille, ordre ou classe sont toujours d'usage. Or, les rangs hiérarchiques, règne, embranchement, classe, ordre, etc., ne sont pas requis par la phylogénie moderne et n'ont pas de justification biologique fondamentale universelle. Et si on en croit certains courants de systématiciens, leur maintien est principalement pragmatique, pédagogique, entre très 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 grands guillemets, et conventionnel. Alors pourquoi pour comprendre en fait pourquoi ça me stupéfait, il faut que je vous explique la méthode que j'enseigne moi à mes étudiantes et étudiants pour classer le vivant, ce qu'on appelle la méthode Hennigian. Alors, la méthode Hennigian, en très très grands termes, là je sors complètement de ma chronique puisque je n'ai pas rédigé cette partie en pensant que je allais pouvoir l'improviser, on va voir ce que ça donne. La méthode Hennigian, c'est une méthode qu'on appelle aussi la cladistique et qui a été créée par un entomologiste est-allemand, porte le nom de Willy Hennig, dans les années environ 50-60. Willy Hennig, ce qu'il a proposé, c'est tout simplement de faire table rase de tout ce qu'on savait de Carl von Linné, parce que vu que ce n'est pas donné à travers une compréhension de l'évolution, pour lui, ça ne servait à rien. Et il s'est dit, bah, qu'est-ce que je cherche à faire quand justement je voudrais classer les espèces? Ce que je cherche à faire, c'est faire des groupes d'apparentement. Si j'applique strictement ce que nous enseigne la théorie de l'évolution, c'est le principe de descendance avec modification. Parce qu'il y a des descendants, bah, on est capable de faire des groupes d'apparentement, des familles. Et par contre, au sein de cette descendance, il va y avoir des modifications, dont certaines peuvent donner lieu à des adaptations, mais quoi qu'il arrive, ça va changer par rapport à un ancêtre. Donc, de ce constat-là, on peut réaliser des groupes dits d'apparentement, dans lesquels on va faire une triangulation. On prend deux individus appartenant à des espèces différentes, avec leurs ancêtres. Ils forment normalement un groupe d'apparentement, un ancêtre, et l'ensemble de ses descendants, dont ces deux représentants. Ça, ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Un ancêtre et l'ensemble de ses descendants. Et ben c'est tout. On n'a pas besoin de plus de choses que ça pour pouvoir faire une classification. Pourquoi on se casse la tête à faire des genres, des familles, des tribus? C'est tout. On ne veut faire que des groupes monophylétiques. Dans un article paru sur le site The Average Scientist, Dane Pavitt fait à propos de la cladistique la remarque suivante. Il est important de noter qu'à mesure que les espèces évoluent et changent au fil du temps, elles ne quittent pas le clade, le fameux groupe que je viens de citer, d'où elles proviennent, peu importe à quel point elles diffèrent de la condition ancestrale. Ça, c'est hyper important. Elles forment simplement un nouveau clade dans l'original. De multiples nouveaux clades peuvent se former dans un clade ancestral, ce qui donne à la cladistique une nature presque fractale. Ça, c'est hyper important parce que ça nous permet notamment d'abandonner des noms de groupes qui étaient devenus parfaitement obsolètes à la lumière de l'évolution. Par exemple, le groupe des reptiles ou celui des poissons. En comprenant exactement ce que c'est que la cladistique, on commence à se représenter que dans certains groupes auxquels on a donné un nom, comme mammifères, reptiles, poissons, eh bien, on va nécessairement trouver des espèces qui sont très 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 différentes de leurs ancêtres ou de ce que c'est censé représenter. Par exemple, à l'heure actuelle, si on veut faire un groupe dans lequel on appelle les reptiles et qu'on prend un serpent, par exemple, ou un lézard, si je vais chercher son ancêtre à ces deux espèces-là, le lézard et le serpent, et que je veux représenter tous ses descendants, qui c'est que je suis obligé de mettre dedans?
un pigeon. Et ben, et donc là, le bas blesse. Donc, le Ça ne pigeon va est un pas. reptile. Écoute, Voilà, le faut être pigeon est un ouvert. reptile. Là. Donc, soit on est à l'aise avec l'idée que les reptiles contiennent tous les oiseaux, il n'y a pas de souci, et tous les dinosaures, hein, Mm. tout ça. Soit on abandonne le terme de reptile parce qu'en fait, on avait une idée préconçue des espèces y allaient être représentées. Je peux faire un autre exemple, les poissons. Je prends un poisson, comme par exemple, je sais pas moi, un thon. Je prends un autre poisson, par exemple un requin. Les gens sont à l'aise avec le fait de dire que les requins sont des poissons. Très bien, bah, si je prends le dernier ancêtre commun d'un requin et d'un thon, qui c'est que je suis obligé de mettre dedans parmi tous les descendants? Bah nous, les humains. Oui, ça fait Donc on beaucoup. est des poissons. Donc voilà, c'est ce genre de conséquence de la cladistique et du travail de Willy Hennig qui est tellement contre-intuitif, qui fait qu'on se rend compte, a posteriori, qu'en utilisant les clades, ça nous permet de comprendre progressivement pourquoi des rangs de groupes deviennent un peu absurdes. Derrière l'idée qu'il y a de reptiles, de poissons, il y a une idée dans laquelle on veut essayer de voir une sorte de progression au cours de l'évolution et de regrouper ensemble des espèces qu'on juge un peu primitives et de mettre d'autres espèces un tout petit peu en haut de cette pyramide de la classification, je pense. Ça, c'est un des travers de cette idée de mettre des rangs. Mais surtout, il y a des moments où on peut se poser des questions de qu'est-ce qui fait qu'on va appeler un genre un genre? Est-ce que c'est, bah, par exemple, je sais pas moi, vous avez Mus musculus ou je sais pas moi, la drosophile, Felis, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, Felis catus, les chats. Ben, dans le genre Felis, il y a plusieurs espèces. Dans le genre Mus musculus, dans l'espèce Mus musculus qui appartient au genre Mus, il y a plusieurs espèces. Nous, on appartient à l'espèce Homo sapiens. Il y a combien d'espèces dans le genre Homo à l'heure actuelle? Bah, une. Une. Pourquoi on a un genre? Est-ce que c'est le nombre d'espèces qui définit non. Pourquoi il y aurait une importance liée au genre Homo par rapport à juste le groupe dans lequel on trouvait les espèces humaines? En fait, il y a tout ça est totalement arbitraire et ce que j'essaie de dire à travers cette chronique, c'est que on essaye d'uniformiser avec ces noms de genres, de familles, et cetera, une idée qu'on est capable de faire des groupes qui ont une importance ou surtout un sens biologique, alors que ce n'est absolument jamais le cas. Si vous avez une classe, par exemple, moi je vous invite à prendre un botaniste et lui demander quelle est la définition de ce qu'une classe de plantes peut être et de la comparer immédiatement avec un entomologiste. Vous allez voir que c'est des définitions totalement différentes. Ça ne fonctionne pas. Pire encore, si vous prenez des espèces qui n'ont pas les modes d'évolution similaires avec celui des organismes comme des eucaryotes, des plantes, des animaux, parce qu'il y a certains, par exemple, microbiologistes qui vont appliquer une sorte de même logique pour essayer de faire des classes de bactéries. Ça ne fonctionnera absolument pas de la même manière qu'une classe botanique ou une classe zoologique. Tous ces noms, moi je trouve qu'ils sont absurdes et abandonnés. On est bien mieux à dire que c'est tous des groupes. Je vous invite par exemple à réfléchir au moment où on a découvert que parmi les mammifères, il y avait les ornithorynques. Et il y a un moment où les gens ont été là. On peut pas avoir des mammifères dans lesquels on a des animaux qui pondent des œufs. Ça ne va pas. Pourquoi c'était problématique? Parce qu'ils avaient une idée préconçue de ce que la classe des mammifères devait définir. Or, bah, ça veut juste tout simplement dire qu'il n'y a pas plus de valeur au groupe les mammifères, dont certains qui pondent des œufs, et les mammifères qui sont uniquement placentaires. Tout ça, ce sont des groupes avec plus ou moins d'espèces dedans, et la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont hiérarchiques uniquement parce qu'on est capable de définir et de remonter plus loin dans le temps vers le dernier ancêtre commun de tous les organismes vivants. C'est la seule chose qu'on est capable de dire à travers une méthode cladistique du classement des espèces.
En conclusion, j'espère que cette chronique au format de défouloir vous aura convaincu que les personnes qui insistent à transmettre religieusement la hiérarchie linéenne à 7 rangs bien poussiéreux méritent d'être étriangulées. Oui, Oui. totalement. Non, mais Ah, c'est très drôle ce que tu dis, Topo, parce que ça fait écho à une discussion que j'ai eue, je déconne pas, il y a, je pense, 4 heures. Waouh. Je travaille avec une collègue qui travaille sur la drosophile et qui fait vraiment de la biologie du développement hardcore. Elle fait pas du tout d'évolution. Et on travaille ensemble pour comparer des mammifères avec la drosophile éventuellement, etc. Et je lui ai expliqué exactement, alors pas aussi bien que toi, je dirais, et pas aussi. Et je lui ai dit classe, ordre, truc. On oublie, c'est de la merde, ça repose sur rien. Et j'ai pris comme exemple pour le montrer. Donc on veut comparer les mammifères et après on se disait mais est-ce qu'on compare tous les mammifères à toutes les drosophiles, les mammifères aux diptères, donc qui sont un peu au-dessus des drosophiles, les diptères c'est un ordre, ou est-ce qu'on compare les insectes, une classe, aux mammifères, une classe. Et en fait quand on fait ça, juste en regardant le nombre d'espèces, c'est flagrant, les mammifères il y a à peu près 6000 espèces. Maintenant si on compare les diptères qui sont censés être inférieurs, on en a 150 000, et si on compare les mammifères aux insectes, on compare 1,3 million d'espèces à 6 000. Donc Ouais, c'est ça l'a- drôle parce que c'est vraiment genre exactement la discussion qu'on a eue, et on a été regarder les nombres pour justement voir ce qui était approprié ou pas. Donc même si on veut faire des comparaisons entre scientifiques, entre taxons, entre clades différents, en fait on se rend vite compte que ça peut même poser des problèmes aux chercheurs en fait, pour savoir quoi comparer et comment. Moi, je sais que sitôt que cet épisode paraîtra et que je le partagerai avec des collègues, il y en a qui vont venir me voir. Mais si, mais en fait, il y a un sens au phylum. Parce que le phylum, c'est un plan d'organisation. Je suis mais non, en fait, il n'y a rien qui justifie de faire des groupes de plus ou moins d'espèces, d'essayer de leur donner un rang particulier. C'est juste des degrés d'apparentement et on essaye de faire un ordre pour que ce soit pratique. Certes, ça je veux bien. Et moi, en fait, l'argument de c'est pédagogique, c'est pragmatique, etc., je le renverse tout simplement par je vous comprends. Moi aussi, ça me ferait chier de reclasser 1 500 000 espèces. Ça n'a pas lieu d'être. Je comprends qu'on reste à ça, mais par contre, faut être honnête partout et enlever cette figure en essayant de la faire, de l'enseigner à des pauvres étudiants qui vont apprendre ça alors que ça leur sert absolument à rien pour comprendre le vivant. Voilà. Non mais on dit taxon ou clade, on oublie Mmh. embranchement, ordre, classe, parce que de toute façon on se souvient jamais de qui est quoi en plus. Donc, Exactement. Bah, puis si j'ai bien compris, par exemple, la définition d'espèce fonctionne pas, y a rien qui fout. Enfin, Oui, mais c'est pratique et c'est pour le pratique. coup, il y a, une raison pour laquelle on peut l'utiliser. Cette notion, même si elle est floue, elle délimite, un flou qu'on peut, relier avec la notion de population et surtout, il y a pas il y a pas un ren je comprends que ce soit, pas, ouais, je saurais pas l'argumenter. Il y a en fait, un c'est mec utile pour, je dirais, si tu veux, c'est comme tu as un objet qui est pas parfait, mais qui fonctionne pour certaines questions que tu te poses, en fait. Mmh. Je sais pas si ça te va, ça, Si, Topo, si, comme si, si. Non, mais oui, c'est ça, façon voilà. de faire. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, si tu veux comparer 2 espèces de on va dire la définition un peu ancienne qui est plus tellement vraie, est-ce que 2 espèces se reproduisent? Voilà. Bon, tu veux comparer, ça te donne un cadre théorique en fait pour comparer des choses. Mais après, comme dit Topo, effectivement, si tu compares des populations, là, la notion d'espèce, elle est plus très intéressante parce que tu peux avoir des populations qui sont séparées, et même si tu regardes leur génome, tu vas les trouver séparés en fait. Ça fait un peu comme des fractales, tu vois, tu peux descendre Mmh. à différents niveaux de groupe. Mais la notion d'espèce, elle est quand même importante si tu parles d'évolution en général à plus grande échelle, etc. Si tu parles d'évolution à plus petite échelle, tu utiliseras plutôt population. Mais c'est pas mmh, complètement faux, tu vois, ça a quand même un intérêt théorique. ouais, ouais. Mais J'ai j'aurais dû retourner immédiatement la question, c'est, certes, d'utiliser l'espèce, on se base sur quelque chose pour lequel on n'a pas une définition absolue, Mm. mais on a une utilité. mmh, Ordre, classe, machin, Voilà.
Il y a zéro Aucune. Ouais. utilité, à part à faire joli sur nos classifications. Mmh. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir des regroupements d'onglets sur un ordinateur. Et ben, c'est le même principe pour les classes, etc. Mais faut arrêter Ça paraît d'essayer mieux de... rangé, mais c'est juste pour faire joli. Voilà, c'est juste genre Mais c'est rigolo parce donner que un nom à une dizaine de livres par rapport à une centaine de livres, mais allez pas faire croire que ça reflète quelque chose de biologique d'avoir un groupe avec 10 livres, quoi. c'est rigolo parce que ça me fait penser beaucoup. Moi, il y a un truc qui m'agaçait énormément. En fait, on m'a appris des trucs de ce genre-là qui m'ont agacé, notamment par exemple le fait que l'arc-en-ciel a, bah, je crois que c'est 7 couleurs aussi, l'arc-en-ciel. Et alors que non, enfin, tu regardes un arc-en-ciel, il y a pas 7 couleurs, il y a autant de couleurs que tu veux. Enfin, Oui, c'est toi qui voilà, décides, quoi. c'est exactement. Et ça m'agaçait énormément, ça, par exemple. Et je pense qu'on nous apprend énormément de choses qui sont finalement agaçantes quand tu te rends Bah, compte les que ça cinq sens à rien. sens, voilà, Voilà. Et il y a sûr. plein de choses comme ça qui sont en continuum et mais qu'après, pour s'en débarrasser, là où c'est compliqué, effectivement, c'est que t'as l'habitude, t'as l'histoire, etc. Et puis, et là où ça peut être utile, là où il peut y avoir un truc, c'est fabriquer une forme d'intuition. Après, là, je suis complètement, j'entends ce que tu dis, et comme moi, en plus, j'ai même pas d'argument contre, je ne peux être que d'accord avec ce que tu viens de raconter. Mais, donc, je trouve que c'est très bien, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce d'intuition de ce que sont les mammifères, où tu as, un peu envie de les mettre à part, où tu te dis, bah oui, mais quand même, ils ont suffisamment de choses en commun, et que du coup, ça a un sens de les étudier en tant que groupe, Jusqu'à etc. ce que tu aies vu un ornithorynque. Jusqu'à ce que tu aies vu un ornithorynque. Je parle régulièrement d'ornithorynque en exposé de maths, d'ailleurs, quand on fait de la classification. Mais C'est marrant que tu aies parlé de livres, Pierre, parce que c'est exactement la même chose, avec des débats qu'il y a, par rapport à la notion de genre en littérature, mmh, heu, qui au fait Voilà, correspond à rien du tout. Mais ça permet de regrouper et de se comprendre entre nous quand on parle d'un truc. c'est ouais, ça, les exactement. classifications, c'est toujours l'enfer. J'encourage tout le monde à aller lire Pérec là-dessus. Lequel? C'est dans Pensée classée, il y a un petit texte où il explique à quel point il est désemparé à chaque fois qu'il y a besoin de classer, de ranger. Et il parle justement de classer le vivant aussi. Mmh. Et en disant que ça marche pas, que ça marchera jamais, mais qu'on continue à le faire quand même. C'est un Après, texte je pense en plus, absolument magnifique. en France, sur le vivant, enfin, Topo, tu me diras ce que tu en penses, c'est vraiment ma réflexion personnelle. Je pense qu'il y a un tel héritage aussi de tous les naturalistes français, en fait, que j'ai l'impression, enfin, moi, j'ai eu l'impression, en tout cas pendant mes études, qu'il y avait un peu un côté on maintient notre héritage. Ah bah alors moi, c'est marrant, mais c'est exactement l'inverse. J'ai été surpris de découvrir, pardon, l'importance de ces notions-là, de règne, matin, etc., dans les enseignements anglais, dans les vidéos de Ah vulgarisation ouais, anglais. d'accord. Et c'est beaucoup plus présent. Alors, il faut savoir que moi, j'ai appris l'évolution, enfin, j'ai suivi des enseignements d'évolution à partir de ma dernière année de master et thèse, donc c'est vraiment assez tard. Mmh. Et c'était tout de suite très très fort avec du Guillaume Lecoing, du Le Guyader, etc., où on se farcit énormément de notions. Et eux, c'est le fer de lance, au contraire, on va abandonner toutes ces notions-là, on va arrêter de. Enfin, tu ouvres la classification du vivant de Lecointre et Le Guyader, il y a zéro classe, il y a zéro embranchement, il y a zéro règne, etc. C'est par groupe. Donc eux, ils sont alors peut-être que Ouais. c'est un biais, mais j'ai été, exposé au contraire à des idées beaucoup plus, révolutionnaires. Ouais, mais je pense que tu les avais en cours directement aussi et moi alors après moi c'est un peu biaisé dans le sens où pareil, tu vois, il y a un peu j'ai revu Tu ça fait le la plus Greg? récemment. Alors j'allais te dire exactement ça. Malheureusement en agrég, Bah, ils aiment bien les armoires poussiéreuses, tu vois? Alors on mmh. avait des trucs de Lecointre et tout, hein, je veux dire, on avait aussi des profs, voilà, qui venaient, mais je pense qu'il y avait ce côté-là, tu vois, où, cette espèce d'ambiguïté avec des certaines personnes, et encore une fois pas tout le monde, hein, qui vantaient quand même un peu ce que tu disais, mais quand même, c'est beau, c'est pédagogique, machin. Mais oui, et qui contrastait effectivement avec les bouquins de Lecointre et tout, où très clairement, ils étaient là en mode renouveau de la classification et Mmh mh. avec cet accent. Mais du coup, j'avais plus de musées et de vidéos de vulgarisation, tu navigues sur Wikipédia, il y en a beaucoup plus en anglais de cette représentation en pyramide, et cetera, que, en français où j'ai l'impression ils sont plus: «Allez, oublions quoi».
Alors après, je suis pas allé sur certains. J'imagine que Eléa on aurait un avis totalement différent parce que par contre, chez les botanistes, ils sont très 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 attachés à ça. Mm. Oui, oui, je pense qu'en bota plus encore. Mm, mm. Après, oui. En fait, le truc, c'est qu'en plus, c'est une histoire de. Tu peux continuer à leur donner le même nom, juste tu dis pas que c'est un genre, tu dis que c'est le groupe machin. C'est un groupe, C'est un juste. clade, un Donc taxon. tu peux parler Totalement. du groupe des mammifères et puis basta. Enfin, C'est je ce veux que dire, je fais. oui, c'est ça. C'est tout. C'est Du groupe pas une clade révolution en taxon. fait, hein. C'est juste. Moi, je me c'est- sentirais c'est- beaucoup mieux là-dedans. Non, mais si, c'est parce que je veux dire, il y a des trucs. Je suis révolté régulièrement par la complexité des notations musicales, des choix qui ont été faits qui me semblent absurdes, etc. Mm. Ou dans d'autres domaines où tu dis non, mais en chimie, il y a des choix comme ça. Tu dis bon, on aurait quand même pu faire plus simple, quoi. Mais tu dis bah maintenant que tout le monde est embringué là-dedans, c'est compliqué. Là, de ce que vous dites, j'ai même pas l'impression que ce soit très compliqué d'en sortir en fait. Donc juste on arrête d'en parler et puis ça va bien se passer. Mais C'est juste que quand tu navigues, par contre, Hmm. les classifications et que tu veux organiser tous les vivants, c'est très pratique d'avoir des noms. Tu vois, genre, si toi qui aimes bien iNaturalist, Oui. genre hop, là tu flashes un animal ou une plante, etc. Et hop, t'as son identification. La manière dont ça a été fait, c'est justement en se référant à ces codes Ouais, mais bon, tu changes petit à petit les groupes pour qu'ils soient tous à peu près de la même taille, pour que ça fasse un truc efficace, et puis voilà. Ouais, ce serait ça. Pourquoi pas. Et après, l'autre truc qui est rigolo, c'est juste. Mais après, pardon, faut peut-être aller se coucher, mais. Surtout qu'il y a Léa qui va nous parler. Ah, il y a Eléa qui va nous parler encore. Pardon, mais ça m'intéresse vachement. Et pardon pour d'ailleurs les premières chroniques que comme j'étais en train de réécrire la mienne, j'ai pas, j'ai pas beaucoup écouté. Euh, mais non, il y a quand même aussi un sens et une utilité à regrouper des trucs qui se ressemblent dans le sens où il peut y avoir des études communes aux animaux aux vivants qui vivent dans les mêmes milieux ou des choses comme ça, j'imagine. Oui, mais alors là, il y a absolument aucune raison que Mais là, ça tu pars reflète sur la une autre. parenté. Voilà, c'est ça. Tu passes sur une autre classification. J'imagine que ce genre de classification, ça existe ou pas? Des trucs Ce sera pas une classification. C'est C'est plus dans l'écologie, l'écosystème, les trucs Oui, comme je sais pas si ça. on pourrait dire que c'est une classification, mais Tu vois, de à ce dire. moment-là, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Du coup, ça ne reflète pas d'un point de vue évolutif. Ça Oui, n'a oui, d'un aucun point de intérêt vue d'un point de vue évolutif. évolutif. Mais tu vois, je me place d'un point de vue écologue, quoi. Ou comportemental, où tu vas vraiment t'intéresser parce que deux animaux qui vivent dans le même milieu, Bah, tu- t'as un dauphin et un thon, par exemple. voilà. Et où il y a peut-être il y a sûrement des trucs communs à étudier qui sont intéressants. Certes, mais à mon avis, tout- très très vite, tu rencontres un mur si tu veux essayer ouais, d'expliquer d'un point de vue évolutif. d'un point Et de vue évolutif. à l'envers, moi, je trouve que la plupart du temps, c'est de comprendre par le biais de l'évolution qui te permet d'avoir des insights, des intuitions les plus Hmm. pertinentes. Voilà. Sur ce, on On va va peut-être écouter écouter Léa, du Eléa. coup. Salut les poditeurs et salut les poditrices. Alors déjà je vous préviens, je ne suis pas en direct ce soir dans l'émission et je n'ai pas mon micro, le son sera peut-être un peu moins bon que d'habitude. En plus, il y a toute une tapée d'enfants qui sont dans la piscine juste à côté, donc si vous entendez des gens crier, c'est normal. J'espère que Pascal pourra couper ça au montage. En attendant, ce soir, on est rassemblés pour parler du quiz du moment. Le quiz était: le taux de caféine est-il plus important dans un expresso que dans un allongé? Parler du café, c'est important. Il s'agit quand même de la drogue la plus consommée au monde. 2,25 milliards de tasses de café consommées chaque année, quotidiennement. Vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce qui fait son succès au juste et comment répondre à la question du jour? Ce que je vous propose de vous rappeler, c'est déjà ce qu'est la caféine. La caféine, c'est une molécule qui est produite naturellement dans certains groupes de plantes comme dérivé de leur métabolisme. En chimie, on leur donne un nom barbare, c'est le groupe des alcaloïdes dérivés des purines. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que dans l'organisme, la plante utilise des résidus des purines. Les purines, c'est une catégorie dans laquelle on retrouve l'adénine et la guanine. Ça doit vous dire quelque chose puisque ce sont deux des fameuses briques qui forment la molécule d'ADN. À partir de ça, elles en font un dérivé, la xanthine, et à partir de la xanthine, elles peuvent encore rajouter des décorations pour donner finalement la caféine. Puisque dans sa structure, la caféine ressemble à l'adénosine,
Elle agit comme un inhibiteur des récepteurs adénosine que l'on trouve dans notre système nerveux. Et c'est en bloquant leur action qu'on stimule un état d'alerte et qu'on a la sensation d'être plus réveillé, plus excité et d'avoir moins envie de dormir, ce qui est exactement la raison pour laquelle on boit du café. Cette catégorie de molécules, elle se retrouve principalement dans le groupe des astéridés. C'est un assez grand groupe dans la classification des plantes, dans laquelle on retrouve pas moins de 100 familles de plantes, 80 000 espèces, parmi lesquelles la famille des tomates, les solanacées, la famille du thé, les théacées, ou la famille du café, les rubiacées. Cette catégorie de molécules se retrouve principalement dans le groupe des astéridés, un grand groupe de la classification des plantes dans lequel on retrouve pas moins de 100 familles, 80 000 espèces, parmi lesquelles la famille des tomates, les solanacées, la famille du thé, les théacées, ou encore la famille du café, les rubiacées. Alors dans cette grande et belle famille, à partir de quand est apparue la caféine? Si on regarde d'un peu plus près, c'est là que ça se complique, puisque on la trouve uniquement dans certaines espèces du genre Coffea, Coffea arabica et Coffea canephora par exemple, ou dans le genre Camellia, Camellia sinensis, le thé. Et les boîtes dans lesquelles ces espèces sont rangées ne sont en fait pas si proches que ça. Le thé est plutôt dans le groupe des gentianales, tandis que le café est plutôt dans le groupe des éricales. Mais ces deux espèces, le café et le thé, produisent une molécule identique, la caféine. Je pense qu'on vous en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais le nom de théine, donné à l'excitant du thé, était en fait simplement le nom de la caféine avant qu'on ne se rende compte que c'était strictement la même chose. On trouve aussi de la caféine dans des plantes comme le cacao, Theobroma cacao, le cola, la plante, dans le maté, Ilex paraguayensis, dans le hou de Noël avec ses petites boules rouges, et plus surprenant encore pour vous peut-être, dans l'oranger, Citrus sinensis, principalement dans les fleurs et les feuilles. La caféine est contenue dans des espèces assez éloignées génétiquement et non pas produite uniformément dans toute une branche de l'évolution des plantes. Si on regarde leur façon de fabriquer la caféine, à l'échelle du métabolisme, elles n'utilisent pas les mêmes étapes. On arrive donc à la même molécule, mais pas par les mêmes chemins. Et ça, c'est un cas typique de phénomène que les biologistes adorent, une convergence évolutive. Des plantes différentes, avec des origines différentes, adoptent les mêmes stratégies, en l'occurrence de défense. Parce que si pour nous, le café est un stimulant, pour les insectes, il agit comme un insecticide naturel, protégeant les parties qui la contiennent des attaques de nuisibles. Contenue dans la graine, elle permet aussi à celle-ci d'empêcher la germination d'autres plantes dans le sol et ainsi de limiter la compétition pour les ressources. Comme on parle d'évolution un peu ce soir, je n'ai pas pu m'empêcher de digresser. Mais revenons-en à nos expressos. Internet ne manque heureusement pas de littérature scientifique sur ce sujet et j'ai trouvé la publication idéale pour vous donner des chiffres et des réponses concrètes ce soir. Le lien sera dans les notes d'émission. Déjà, en vrai, ce n'est pas facile de maîtriser la quantité de caféine effectivement présente dans votre tasse. Le café que vous consommez en Europe provient surtout de l'espèce Coffea arabica. Si vous êtes en Asie, du côté du Vietnam par exemple, vous consommerez plutôt le Coffea canephora, variété robusta, café robusta ou café arabica. Alors que l'arabica contient entre 0,9 et 1,5% du poids du grain en caféine, le robusta, lui, en contient entre 1,2 et 2%. Donc la quantité de caféine que vous êtes susceptible de retrouver dans votre tasse dépend déjà de l'espèce et de la variété que vous consommez. Ensuite, le terroir, le territoire sur lequel est cultivé le caféier influence aussi la quantité de caféine, avec un arabica généralement plus caféiné au Brésil qu'au Kenya par exemple, ou un robusta plus caféiné en Ouganda qu'au Vietnam. Pour vous donner l'éventail de concentration, la plupart des cafés sur le marché sont autour de 10 à 12 mg de caféine par gramme de grain. Ça va de 0,01 mg par gramme pour le café décaféiné à environ 20 grammes pour un café italien bien costaud. La majorité des cafés sont autour de 10 et 12 mg par gramme. Ensuite, la façon de torréfier le grain va également impacter la concentration en caféine. Cette molécule étant soluble dans l'eau, elle va s'évaporer plus vous chauffez les grains par exemple. Certaines études montrent qu'on perd jusqu'à 30% de la caféine après séchage et torréfaction des grains. Puis, toujours parce que la caféine est soluble dans l'eau, en principe, plus vous mettez d'eau et plus vos grains sont moulus fins, plus vous allez extraire de la caféine. En faisant abstraction de toutes les variables, on trouve donc les concentrations suivantes pour les différents types de café.
Vous pouvez vous attendre à avoir entre 2,4 et 4,5 mg par millilitre de caféine dans un expresso. Du coup, si vous buvez 25 ml, vous êtes à 112,5 mg de caféine. Vous pouvez retrouver entre 0,4 et 1,4 mg par millilitre pour un americano. Si vous en buvez 200 ml, vous êtes à 280 mg de caféine. Et vous pouvez retrouver entre 0,7 et 5,4 mg par millilitre pour un café moka. Vous savez, la cafetière italienne où l'eau remonte à travers la poudre. Si vous en buvez une moyenne de 30 ml par tasse, ça vous fait quand même 162 mg de caféine. Ça, c'est pour une tasse, effectivement. Donc globalement, si votre expresso est plus concentré en caféine, mais que vous buvez plus d'allongé plusieurs fois par jour, eh bien, vous boirez quand même beaucoup plus de caféine. Alors pour celles et ceux qui veulent limiter la dose, il existe des méthodes pour décaféiner les boissons. Ça peut passer par plein de procédés différents. Certains utilisent des solvants comme le dichlorométhane ou l'acétate d'éthyle. On trempe les grains de café dedans pour dissoudre et extraire la caféine, et il y a ensuite une étape de nettoyage et d'évaporation des traces de solvant. Certains utilisent du CO2 liquide à haute pression, ce qui permet de garder les saveurs, paraît-il. D'autres utilisent encore des techniques d'osmose, de filtration, mais cela ne fait pas disparaître entièrement la caféine des grains. Même en la réduisant de 90%, ce qui est souvent le cas, si vous buvez 10 cafés de plus par jour sous prétexte qu'ils sont décaféinés, ça restera l'équivalent d'un vrai café caféiné. Voilà, maintenant vous sachez. J'espère que cette réponse au quiz vous a plu, et puis on se donne rendez-vous à la prochaine émission en roue libre pour le prochain quiz. J'ai bien su qu'il y avait de la caféine dans la tomate, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et dans le hou, Dans le hou, mais c'est plus rare que je mange du qu'il hou. ne faut pas consommer. Hein, Et dans la podcast fleur science. d'oranger. C'est dingue. Ah ouais. Mm. Les feuilles et fleurs, ouais, c'est bon. En tout cas, merci à Léa qui a enregistré ces 2 chroniques pendant ses vacances. Ah, Oh, ça Elle a ira. bien pensé à nous. Merci à elle. On passe à la citation? Very well. Topo a préparé une citation extraordinaire. Tu veux que je la fasse? Ah bah vas-y. Alors, Ça, le but c'est que ça donne à réfléchir jusqu'à la semaine exactement. prochaine. Franchement, là, il y a de quoi. Donc, je cite. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs de côté de l'angle droit. Voilà. Donc ça, c'est d'un certain Pythagore, une citation à prendre au 3e degré. Donc. Sachant que c'est pas vraiment Pythagore. Hein. Tout le monde connaissait avant. C'est pas lui qui a démontré. Pourquoi pas? Très bien, et ben, je pense qu'on va pouvoir conclure. Oui. Alors, avant de faire la conclusion, on fait un petit instant promo pour les Discord. Donc, on a un Discord de Podcast Science où vous pouvez nous rejoindre. Donc, on a plusieurs canaux de discussion, notamment pour les quiz d'Eléa. Donc, vous pouvez soumettre vos propositions et puis nous proposer vos réponses. Donc, vous trouverez les liens dans les notes de l'émission. Vous pouvez nous les demander sur les réseaux sociaux, on vous les enverra. Et il y a également le nouveau Discord de Pierre pour Saft. Mhm. Et on vous donnera les liens d'accès également. Donc venez, on passe des bons moments. On y est bien. Et la conclusion, qu'il soit de Pascal, U, de signalisation, maudit, chiroptérique ou géométrique, le triangle aura le mérite de faire longuement parler de lui. Une caractéristique qu'il aura en commun avec le prochain thème de nos émissions thématiques, la ligne. Nous espérons que vous appréciez ces épisodes qui multiplient les angles, car il en reste encore 2. D'ici là, gardez la forme et en attendant, que servir la science soit votre joie.